Bonsoir, cher auditeur, et bonsoir la fine équipe. Lionel, comment vas-tu? Ça va bien, merci à vous. Olivier, prêt pour la reprise? Je suis dans les starting blocks. Et Dryas de retour de vacances, comment tu vas? J'attends qu'une chose, c'est y retourner. Hein. Eh ben, en attendant, c'est pour nous aussi l'heure de la reprise, comme pour le PSG qui a donc retrouvé les terrains d'entraînement lundi dernier. Et déjà, l'actualité s'est avérée orageuse. Nous allons évidemment revenir sur l'affaire Neymar, qui ne s'est pas présenté lundi alors qu'il était apparemment attendu par le club. Et on reviendra aussi sur les dernières infos mercato. On parlera de cette actualité au travers de la longue interview qu'a donnée Leonardo aux Parisiens. Donc on va commencer par la première partie de l'interview de Leonardo, la grande partie qui est sur cette affaire Neymar. Rappelons les faits. Donc, selon le Paris Saint-Germain, Neymar devait se rendre à la reprise de l'entraînement lundi dernier. Il n'était pas présent. Le joueur et le clan du joueur s'en tiennent à une autre version, celle d'obligation qui était prévue depuis plus ou moins longtemps. À noter que Neymar était bien au camp des loges, par contre, ce matin, où il s'est entretenu avec Leonardo. On n'en sait pas plus. Donc, dans son interview, en sermonnant Neymar et en rappelant qu'il n'est pas indispensable au PSG, puis en annonçant clairement que le joueur a demandé son départ, est-ce que Leonardo a réussi un premier force pour vous, Lionel? Je ne sais pas s'il a réussi un tour de force, mais au moins il ne subit pas la situation. Bartomeu, le président du Barça, annonce que Neymar veut venir et que le PSG ne peut pas vendre. Je pense qu'il était important d'apporter une réponse pour ne pas laisser le Barça et aussi le joueur mener la barque. Donc il a montré que Paris restait maître de ce qui se passe chez lui et que ce serait ni Neymar ni le Barça qui décideraient de comment les choses vont se passer. Donc, après, concernant le discours sur Neymar, il a, je pense, simplement fait ce qui aurait dû être fait dès le départ. Donc, c'est-à-dire, oui, Neymar est une star, il mérite un traitement à sa mesure, mais c'est donnant-donnant, il faut que cela ne déborde pas et que tout le monde s'y retrouve et que les choses soient faites dans un cadre. Voilà. Un petit peu dans le même sens qu'Olivier, plutôt que de tour de force, moi j'aurais parlé de prise de pouvoir. C'est-à-dire que et on peut remarquer qu'il y a eu, pour moi, cette interview il a été remettre en parallèle avec l'interview de Nasser qui a eu lieu un mois plus tôt, où clairement il y a eu le pouvoir passe des joueurs à l'encadrement. Maintenant, cette prise de pouvoir va attendre une confirmation. On est tous très heureux que ça arrive. On est tous, enfin, tout le monde s'écrit à droite, à gauche dans les médias. Ah, mais c'est ce qui aurait dû être fait il y a 6 ans. Mais il va falloir que ça se confirme sur le terrain pour être crédible aux yeux des joueurs, parce que ça peut aussi se casser la gueule et c'est un jeu à double tranchant, donc il va falloir qu'il y ait confirmation. Olivier? Toute cette affaire est un peu complexe à analyser. On a l'impression que tout le monde se sert un petit peu de Neymar, Neymar lui-même, pour faire passer des messages pas toujours très clairs, et Leonardo qui a sauté sur l'occasion pour faire sa présentation en direct, cette présentation qui n'a pas eu lieu lorsqu'il a signé son contrat. De façon assez surprenante, il n'a pas été présenté à la presse. Et bien là, Neymar lui a tendu sur un plateau le moyen d'arriver à nouveau dans l'arène et de se présenter comme son président l'avait intronisé, c'est-à-dire le seul responsable du secteur sportif. Et il a commencé à poser un certain nombre de jalons. C'est une interview qui est assez longue, on va la détailler au cours de ce podcast. Et effectivement, il y a probablement la prise de pouvoir, probablement un coup de force vis-à-vis d'un certain nombre de remises en marche de ce qui n'a pas fonctionné précédemment. Voilà, pour moi, c'est une interview prétexte à apparaître tel qu'il veut apparaître. Maintenant, il va falloir qu'on décrypte un petit peu plus en avant à la fois les dires de Neymar, les dires de Leonardo pour peut-être dédramatiser cette situation. Déjà, juste, est-ce que vous estimez rapidement que c'est une faute professionnelle de ne pas être venu ou la réalité est plus contrastée? Du coup, vous avez un peu entamé déjà cette discussion, mais de manière concrète, Dryas. Franchement, au vu des différents éléments, il semblerait que c'était clairement que Neymar avait loqué les dates en question et que le club était au courant. Après, il y a une chose qui est à prendre en compte, c'est qu'on est dans un club où la communication marche parfaitement entre les différents organes. Et donc, il est tout à fait possible qu'une information ne soit pas arrivée aux oreilles auxquelles ça devait arriver. Mais moi, je crois que c'est plutôt la confirmation de la thèse de la théorie de la prise du pouvoir où on a profité de cette occasion. Et c'est assez notable d'ailleurs. On a eu
les Échos aujourd'hui avec le retour de Neymar. Alors, il y a eu les médias brésiliens et Mundo Deportivo qui a rebondi sur l'occasion d'une discussion houleuse de 3 heures entre Neymar et Leonardo. Et on a eu un autre son de cloche du côté de RMC que moi je juge beaucoup plus crédible, une discussion rapide où il a été expliqué à Neymar que la punition, si punition il y a, ne serait pas communiquée en public et qu'il faisait toujours partie du projet, etc. etc. Et donc c'est pour moi une manière de vouloir reprendre le pouvoir et de vouloir se poser en patron du club et d'indiquer très clairement, ne serait-ce qu'au niveau des médias, maintenant la République des joueurs est terminée. Maintenant, la problématique, c'est qu'il y a eu donc l'interview de Nasser qui était vraiment pas tendre envers Neymar et d'ailleurs peut-être de manière assez injuste si on met en parallèle la manière avec laquelle était traité Kylian Mbappé qui avait fait des fautes à ce moment-là qui étaient à peu près similaires. On rajoute celle de Leonardo, on rajoute le présumé retard et on a un climat qui est un petit peu délétère, qui commence à être un petit peu puant, mine de rien. Et il faut reconnaître que le clan Neymar semble surfer sur ce climat avec force talent. Très bien, Olivier. Moi, je ne peux pas imaginer une seule seconde que la date du retour de Neymar n'ait pas été négociée entre le joueur et le club. On ne peut pas organiser des événements comme ceux auxquels il a participé pendant cette semaine passée sans que les rendez-vous aient été pris longtemps à l'avance. Il y a des rendez-vous télévisuels, il y a des manifestations pour son association, il y a eu un grand rassemblement sportif. Tout ça, c'est pas des choses qu'on fait du jour au lendemain. Donc je crois là aussi que ça s'inscrit dans le déroulement de cette affaire où chacun tire un peu dans son sens en se servant, en montant en épingle quelque chose qui à mon avis n'existe pas. Oui, vraiment ça me semble extrêmement difficile à clarifier, mais je suis persuadé qu'il était prévu que Neymar rentre bien le 15 et non pas le 8 comme Leonardo s'en est saisi pour pouvoir effectivement faire son morceau de bravoure dans le Parisien. Lionel, est-ce que tu partages cet avis? Oui, tout à fait. Je pense que ça avait été négocié, comme je pense, au moins un an à l'avance. Après, cela avait été planifié aussi en fonction en prenant en compte le fait que Neymar devait participer à la Copa América. Donc, normalement, il aurait été en vacances de toute façon à cette date-là. J'ai pas souvenir, si je me rappelle, j'essaie de me rappeler, mais j'ai l'impression que Neymar, quand son forfait est annoncé pour la Copa América, c'est toujours Antero Henrique qui est le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Donc, je pense que à ce moment, il négocie de pouvoir revenir le 15, puisqu'il aurait des vacances un peu plus longues, et que ça a dû être accepté à l'époque par Antero Henrique, et que Leonardo, quand il est arrivé, il a voulu modifier cela, mais je pense que c'était compliqué d'agir de cette façon, et que aujourd'hui, on donne l'impression que c'est Neymar qui a été fautif, alors que je pense que ça aurait pu être traité différemment. Mais je ne suis pas étonné, quand on voit aujourd'hui le climat actuel, que de la façon dont les choses ont été mises en place et la façon dont Leonardo a procédé par rapport à cet événement. Très bien. On va parler maintenant de la communication du clan Neymar, donc la semaine passée, entre des photos régulières postées chaque jour, dont certaines qui peuvent passer pour une provocation, notamment une de sa journée à la Fondation, qui est financée par le PSG, où il poste un dessin de lui avec le maillot de Barcelone, ou ce genre de choses. Et sa phrase polémique, il y a 3 jours, où il dit qu'un de ses meilleurs souvenirs en tant que joueur est la victoire contre le PSG avec Barcelone. Est-ce que vous estimez que c'est une provocation volontaire pour forcer son part? Ou bien, comme le dit le père de Neymar aujourd'hui, non, c'est juste naturel de citer ça, c'était pas du tout calculé. Olivier, ton avis sur la communication Neymar? Moi, je crois qu'il faut peut-être aller plus au fond du sujet, qui est le vrai sujet aujourd'hui, c'est Neymar veut-il partir et le PSG veut-il qu'il parte? Moi, je pense que les deux parties sont d'accord pour envisager une séparation. Quand tu fais le bilan des 2 années écoulées, il y a forcément une déception de part et d'autre. Déception de la part du joueur qui n'a peut-être pas trouvé dans le projet du PSG ce qu'il espérait au sortir de Barcelone. Le championnat de France, ses blessures, il y a un certain nombre d'éléments, l'arbitrage français,
Bon, tout ça peut-être l'a amené à la réflexion que voilà, il s'était trompé et qu'il fallait faire machine arrière. Et parallèlement, le PSG a fait l'analyse également de ces 2 années avec cet échec sportif dont Neymar n'est pas entièrement responsable, mais auquel il participe bien sûr. Et puis ces mauvais retours d'image, alors qu'il devait être l'ambassadeur de la marque PSG, bah, il a eu certaines attitudes hors du terrain qui ont fait que ça n'a pas été totalement le cas ces derniers mois avec ces 2 suspensions un peu ridicules, son affaire de mœurs, etc. Tout ça ne colle pas très bien avec le projet du PSG. Les difficultés financières, on le voit, on le verra au moment du mercato. Bon, tous ces éléments-là me font penser qu'il y a un accord au moins tacite entre le PSG et Neymar pour envisager une sortie. Maintenant, comment le gérer médiatiquement, à la fois vis-à-vis des supporters, parce que qui aurait accepté il y a 2 mois facilement un départ de Neymar, donc diaboliser un petit peu le joueur, bah, ça arrange probablement le PSG, et ça ne doit pas ne pas arranger non plus le joueur et son clan, qui peuvent dire, voyez, on est rejeté, Neymar n'est pas aimé en France, etc. Donc, il y a tout un amalgame de communication pas facile à débrouiller pour des béotiens comme nous, mais qui me semble orchestré parallèlement de part et d'autre, chacun renchérissant sur les mini-provocations de l'autre. Donc je crois qu'il y a des provocations. L'interview de coup de poing de Leonardo en est une. Les dernières images de Neymar en sont également d'autres. Voilà, je pense qu'il y a une orchestration de cette envie qu'on envisage, de ce départ envisagé qui me semble mené parallèlement par les 2 parties. Lionel. Ouais, j'avais plus ou moins rédigé la même chose qu'Olivier. Et que je trouve que sa communication, certes, elle est respectueuse dans le club. Mais déjà, je pense que les premiers coups ont été lancés par le club. Les propos de Nasser peuvent être assez vexants vis-à-vis de Neymar, puisque quand il dit dans son interview que la meilleure chose qui soit arrivée au club, c'est le transfert d'Mbappé. Puis ensuite, Leonardo via son communiqué. Donc, les premières attaques ont été faites d'abord par le club. Et, entre guillemets, je pense qu'il y a eu une réponse du clan Neymar par rapport à tout cela pour, entre guillemets, pour vexer un petit peu aussi le club par rapport au fait que lui se soit ressenti un peu rejeté. Après, je pense que là où Olivier a raison, c'est qu'aujourd'hui, les 2 parties souhaitent se séparer. Et ça ressemble un peu à lorsque Claude Makelele a quitté Celta Vigo pour aller au Real, où il avait mis en scène une dégradation de sa maison avec des tags racistes et tout, avec son agent, et ça a été sorti quelques années après, pour pouvoir montrer que oui, c'était impossible de rester là et autres. Et donc je pense que c'est ce qui est en train de faire le Paris Saint-Germain et Neymar, c'est créer, entre guillemets, un climat de rejet de la personne du joueur envers les supporters parisiens pour que son transfert se fasse de manière assez naturelle et désirée par l'environnement parisien. Tu partages l'avis de tes 2 compères ou pas? Ah, tout à fait. Déjà, souhaite se séparer. Je pense que le mot souhaiter est un peu fort. Je pense qu'il y a réellement, enfin, je parle du point de vue du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il y a réellement une volonté de reprendre le pouvoir. Mais après, il y a aussi, enfin, je pense pas que la direction actuelle du Paris Saint-Germain serait très gênée si Neymar venait à rester. Je pense pas qu'ils vivent comme une catastrophe. La notion de mauvais retour d'image, si elle est réelle, elle reste discutable dans le sens où Neymar a drainé beaucoup. Alors oui, Kylian Mbappé a vendu plus de maillots, mais Neymar fait vendre et Neymar avec le PSG fait vendre. Et c'est pas pour rien que quand on communique alors qu'on est au plus fort de la crise, pas au plus fort de la crise, mais la crise naissante, qu'on communique sur le nouveau maillot, la personne qui est mise en avant et bien devant tout le monde, c'est Neymar. Ce n'est pas un hasard, c'est parce que c'est ça qui attire le regard. Et donc oui, le retour d'image est pas forcément excellent, mais dire qu'il est mauvais, c'est aller un petit peu vite en besogne. Ensuite de ça, je voudrais dire que c'est quand même très différent de Makelele. Oui, on peut vouloir se séparer d'un joueur, le joueur peut vouloir partir.
mais dégrader l'image du joueur ne suffira pas dans le sens où il y a un investissement conséquent et vouloir acheter Neymar représente un investissement conséquent. Donc il y a peut-être la volonté de partir, mais il va peut-être ne pas y avoir la possibilité de partir. Enfin bref, tout ça est bien plus complexe. Ensuite de ça, j'aimerais citer, une fois n'est pas coutume, le gros Ménès. Il a peut-être raison pour le coup. On parle d'une interview. Alors après, je vais revenir sur le morceau que tu as choisi, mais une interview que personne ne connaît. D'ailleurs, assez étrangement, il y a une deuxième vidéo autour de Neymar qui a disparu apparemment sous peu. Mais cette interview, cette phrase a été dite dans un contexte. Donc, effectivement, quand on la sort d'un contexte, on va revenir dessus. Mais quand les phrases sont sorties de leur contexte, en général, ça leur donne un poids et un sens qui n'est pas forcément le poids et le sens initial. Donc, faudrait-il avoir l'interview complète avant de vraiment arrêter son jugement. Maintenant, pour la phrase en question, et donc si on oublie qu'on n'a pas le contexte, je ne peux dire qu'une seule chose. Basto, qui aime tant les trolls de Meunier, n'a pu qu'applaudir. Oh, moi, j'adore. Je n'en doute pas. J'ai dit que j'adorais cette insolence dans la provocation, ça me va très bien. Je n'en doute pas, mais c'est magique. Ça m'a fait rire, moi j'étais explosé, puis voir les réactions derrière, outrées des gens. J'ai passé un bon moment. S'il n'y a pas un contexte qui justifie ça, en soi, le troll, il est extraordinaire, parce que c'est retourner la situation d'une manière qui est complètement irrévérencieuse, sans pour autant être mal élevée, et c'est du génie. Avec le père derrière qui met une couche en disant. Oui, c'est du génie. Maintenant, il faut voir le contexte. Il faut voir le contexte. Il faudrait avoir l'interview complète. Basto, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Bien sûr, vas-y. Oui, moi, je voudrais continuer un petit peu ma réflexion sur. Je vais pousser un petit peu le trait sur l'utilité qu'a Neymar aujourd'hui. L'utilité de Neymar, elle a été évidente au moment de son achat. Ça a été vraiment un coup énorme réalisé par le PSG à la face de l'Europe, arriver à débaucher le futur meilleur joueur du monde au nez à la barbe des grands Européens et l'arracher au Barça alors qu'il avait été effectivement l'artisan de la qualification du Barça contre le PSG. C'était fantastique, à la fois sur le plan sportif, du fait de la stature du joueur à l'époque, mais également sur le plan médiatique, avec tout ce que Neymar, la marque Neymar, le personnage Neymar, l'aura Neymar, peut drainer de followers, pour prendre les termes modernes, autour du club. Et finalement, l'arrivée de Mbappé a été un peu anecdotique par rapport à celle de Neymar. Mais aujourd'hui, si on fait le bilan comparé des trajectoires de Neymar et Mbappé, à la fois au niveau du PSG, puis au niveau de leurs équipes nationales, au niveau international, on se pose la question de qui est plus utile, à la fois sur le plan sportif et sur le plan médiatique aujourd'hui entre les deux. Et moi, je répondrais un peu comme l'a fait Nasser, un peu comme l'a fait Leonardo, et ça, c'est pas innocent. Le plus utile des deux aujourd'hui, c'est Mbappé. Et d'ailleurs, on voit que parallèlement à la communication de crise menée par Neymar avec des soubresauts médiatiques qui soulèvent la colère des supporters à chaque prise de parole, Mbappé, en toute intelligence de lui et de son clan, fait une communication ultra lisse. Il est là, il est souriant, il accompagne ses partenaires, il est motivé, c'est le bon petit gars par rapport au vilain petit diable. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important et qui montre bien qu'aujourd'hui, alors que le PSG n'a pas pu recueillir avec ces deux joueurs la compensation financière que lui a fait perdre le contrat QTA, que le PSG est acculé à en faire à nouveau un mercato de crise parce qu'il manque de moyens, s'il faut choisir entre les deux, et alors que Mbappé a pris manifestement le relais, le sacrifice de Neymar devient quasiment un outil de bonne gestion. Puis-je réagir à la réaction d'Olivier Basto? Pas trop longtemps, s'il te plaît. Alors, je vais essayer de faire court. Déjà, c'est discutable tout ce que tu viens de dire, Olivier, dans le sens où clairement il y avait un côté injuste dans la déclaration de Nasser, quand il s'en prenait beaucoup à Neymar. Faut pas oublier qu'Mbappé, la petite séquence au trophée du meilleur joueur, faut pas oublier qu'Mbappé est celui qui a eu pas mal de retard. Et enfin, une chose, il faut pas oublier que si Neymar nous a cruellement manqué dans les matchs en jeu,
lui, Mbappé, était là. Ça, c'est pour la comparaison entre les deux. Et ensuite de ça, on est vraiment dans le domaine du fantasme. Je veux dire, Barcelone, clairement, ils n'ont pas l'intention de lâcher plus de 100 millions d'euros et on se reconstruira pas là-dessus. Et ensuite de ça, sur le mercato en lui-même, on va revenir dessus, ça va être la question après. Mais partir du principe qu'on a un budget limité, c'est un choix d'interprétation et ce n'est qu'un choix d'interprétation, ce n'est pas forcément la réalité. Voilà. Si je peux rajouter aussi une chose. Allez, vas-y, comme ça on a fait le tour. Dire que, je pense que même si sportivement le transfert de Neymar n'a pas été une réussite, financièrement, dire que ça n'a pas. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un contrat NAC qui est dans top 3, voire top 4 des équipementiers. Le contrat avec Hall est aussi extrêmement très élevé. Ces deux contrats aujourd'hui ont une valeur nettement supérieure à ce que le FPF, le fair financier, acceptait d'intégrer dans les comptes le contrat de QTA. Donc aujourd'hui, avec ces deux contrats, on est nettement au-dessus de ce qu'on pouvait mettre sur nos comptes pour le fair play financier. Deuxième chose aussi, c'est que je pense que sans l'arrivée de Neymar, la Ligue 1 n'aurait pas pu négocier de tels droits TV avec le nouveau média qui va arriver. Donc, il a quand même permis, sur cette période, d'augmenter nettement les finances et le flux financier du Paris Saint-Germain sur les 5-6 prochaines années. Puisque les droits TV, c'est un contrat sur 4 ans, je crois, ou 5 ans, je ne sais plus. Et le contrat avec Hall et Nike sont des contrats Hall, c'est 3 à 6 ans, et Nike, c'est jusqu'en 2032. Donc, sur cet aspect, je pense qu'il a quand même apporté pas mal de choses. Donc, on ne peut pas dire que financièrement, il ne nous a pas apporté beaucoup. Sauf qu'il n'est pas tout seul à avoir apporté cette manne-là. Tu ne peux pas. C'est lui aussi. Non, mais ça c'est votre interprétation. Moi, j'ai une interprétation différente. Et je pense que si Hall, qui est une marque française, a investi à ce niveau-là, Mbappé y est pour beaucoup. Encore une fois, Olivier, à la présentation du maillot, tu as une petite image de Mbappé qui d'ailleurs a été beaucoup reprise parce qu'Mbappé a annoncé au travers de cette image qu'il restait sur le projet parisien. Mais 90% de la présentation, si tu regardes bien les images, la personne qui est mise en avant, alors que c'est effectivement la présentation du maillot avec Hall, c'est Neymar Junior. Des photos de Neymar qui d'ailleurs ont été supprimées depuis par le compte Twitter de Hall. Merci Vasto. Au moment de lancer le truc, c'est lui qui est mis en avant. Après, par exemple, Mbappé a vendu plus de maillots que Neymar dans le monde cette saison. C'est les chiffres du Parisien. Ou de l'équipe, je ne sais plus. Est-ce qu'ils prennent en compte uniquement le Paris Saint-Germain ou bien ils ont pris aussi en compte les maillots du Paris Saint-Germain, floqués du Paris Saint-Germain. D'accord. Mbappé était en tête devant Neymar. Donc, il y a une courbe d'inversion qui semble se dessiner. Après, sur les réseaux sociaux, Neymar reste largement. Il faut prendre en compte aussi le fait que Neymar n'a pas forcément bonne presse. Mais en termes d'aura, Neymar reste au-dessus de Kylian Mbappé. Et en termes de niveau footballistique, le grand défaut de Neymar, l'immense défaut de Neymar, c'est ses absences. Mais quand il est présent dans les matchs clés, voilà. Le petit aussi, s'il est sur la Coupe du Monde, il y est beaucoup. Et puis cette inversion des courbes, elle est manifestement exprimée à la fois par le président du club et à la fois par le directeur sportif nouvellement. Donc là, elle n'est pas niable. Leurs dernières déclarations vont dans le sens d'un choix qui est clairement celui de Mbappé et non plus celui de Neymar. On va pas épiloguer, mais dans les faits, dans les matchs clés, non, il n'a pas été là, Kylian Mbappé. Attends, il a raté un match. Pas un. Il en a raté plusieurs. En finale de Coupe de France, il est là aussi. Bon. Je rappelle qu'il est décisif à l'aller comme au retour. Mais bon, après. Oui, mais il a quand même raté des choses, Basso. Oui, enfin bon. Il n'a pas rien raté. Il n'a pas porté le projet sur ses épaules, comme par exemple Neymar. Si, il l'a porté quand Neymar n'était pas là. Pas Neymar, justement. Après, il n'y a pas que lui. C'est quand même très dur de lui faire porter la responsabilité du truc. Si tout le monde avait. Non, bref, on ne sera pas d'accord sur ce point-là, c'est pas grave. Oui, Lionel ? Non, mais j'ai dit oui, je suis d'accord que Mbappé a fait ce qu'il pouvait. Bon, après, au match retour, il fait une erreur, il rate un face-à-face. C'est celui qui donne la passe à Bernat. Et on ne peut pas lui reprocher les erreurs. Non, mais c'est pas reprocher des erreurs. Mais si tu veux, quand tu présentes un joueur comme étant un joueur décisif, sur lequel tu peux compter, qui vend les maillots, qui est la star du club, qui te fait gagner les gros matchs,
dans les faits, Kylian Mbappé ne nous a pas fait gagner les gros matchs. Si tu regardes en comparaison la première partie de saison où on dispose de Neymar, dans les faits, Neymar nous fait gagner ce fameux match de Liverpool. Oui, mais c'est pas les gros matchs. La deuxième partie de saison, c'est les gros matchs. Oui, et puis le club a choisi. Clairement. Ça, c'est ton interprétation. C'est les interviews. Après, c'est ton interprétation des interviews. Le positionnement de Mbappé ne lui permet pas d'avoir autant d'impact dans le jeu que il y en a un différent. Il est très très libre quand même sur le terrain, Lionel. Son positionnement, je trouve que c'est... Ah, mais quand je dis son positionnement, je parle surtout de son profil. C'est pas un joueur qui est capable de mener... Il ne va pas toucher autant de ballons que Neymar, c'est sûr. Hein. C'est pas son profil. Lui, c'est plutôt un joueur d'espace, de profondeur, qui n'a pas d'intérêt à revenir dans les 30-40 mètres pour venir toucher le ballon, orienter le jeu. Cristiano Ronaldo, c'était pas son profil non plus. Hein. Oui, mais Cristiano... il a 20 ans, il va changer. Oui, mais je ne suis pas en train de dire que Kylian Mbappé ne va pas être le joueur décisif du XXIe siècle. Je suis juste en train de rappeler qu'au jour d'aujourd'hui, Kylian Mbappé, au Paris Saint-Germain, n'a pas été le joueur star que Olivier était en train de nous vendre il y a 5 minutes. Ah oui, mais attends. Non, mais je finis juste ma phrase, Olivier. Après, il y a une chose. Je n'ai jamais dit que Kylian Mbappé n'était pas bon. Je n'ai jamais dit que Kylian Mbappé n'avait pas été important, n'avait pas été décisif. Je suis juste en train de dire qu'il n'est pas ce qu'Olivier nous a dit il y a 5 minutes. Non, mais attends, Rayas, ce qu'on est en train d'analyser... Ce qu'on est en train d'analyser aujourd'hui, c'est le destin de Neymar au club. On ne parle pas d'une comparaison entre Neymar et Mbappé. Mbappé, il a été déclaré autant par Nasser que Leonardo comme intransférable. On n'évoque même pas le destin d'Mbappé. La seule chose sur laquelle on s'intéresse, c'est le destin de Neymar. Eh bien d'accord, et bien dans ce cas-là, mais permets-moi de te rappeler juste une chose, je ne me retrouve à parler de Mbappé que parce que tu es rentré en faisant la comparaison entre les deux. Donc, c'est pas moi qui fais la comparaison, c'est le club. Rayas, il parle de l'interview de Leonardo, et c'est vrai que Leonardo comme Nasser, quand on leur parle d'Mbappé, ils le mettent en avant comme l'incarnation du projet, alors que Neymar, ils sont en train de dire, en gros, Neymar n'est pas plus important que le PSG, et c'est pas Neymar qui fera gagner le PSG sur la durée, tout aussi important qu'il l'est. C'est ce qu'ils disent eux-mêmes, clairement, Leonardo. C'est ce qu'on analyse ce soir. D'accord, ok. My bad alors. C'est ce que disait Olivier, c'était par rapport à l'interview de Leonardo. Ok, j'avais mal compris alors. C'est pas grave, on va passer à la deuxième partie, donc, qui est le mercato, pour faire une continuité avec Neymar. Est-ce que vous croyez, Leonardo, quand il annonce qu'il ne travaille pas parallèlement sur un mercato avec Neymar et un mercato sans? Et comment organiser le mercato dans cette incertitude? Est-ce que, par exemple, il faut imposer une deadline ou quelque chose dans ce sens pour pouvoir mener à bien nos envies de Rayas? Moi, j'ai pas entendu qu'on disposait de moyens limités, en fait. Non, ça sera la prochaine question. Ça, ce sera la prochaine question, les moyens limités. Excuse-moi. Là, on parle de comment organiser le mercato dans l'incertitude Neymar. Comment on fait, sachant comment on fait? Moi, déjà, après, je suis peut-être naïf, mais je pense que les conditions ne sont pas réunies pour que Neymar puisse partir, tout simplement parce qu'aucun club n'est capable de mettre la quantité d'argent sur le plateau. Donc, en fait, l'incertitude, pour moi, elle n'existe pas. Pourtant, Leonardo en joue. Et il en joue, mais la problématique, c'est que pour répondre sur il en joue, on est obligé de parler de la question suivante. Donc, j'ai pas envie d'y aller parce que, en fait, alors juste à mon avis, il en joue. Ce qui est en train de changer dans le club, mais là, je suis en train de vendre la mèche sur ce que je vais dire après. Ce qui est en train de changer dans le club, c'est qu'on change de stratégie d'épaule. On a été pendant très longtemps le club qui surpayait les joueurs. Ouais. Et c'est juste que là, Leonardo, il a dit ça, c'est terminé. Enfin, c'est ma lecture des événements. C'est ma lecture en mettant les différentes informations, c'est terminé. Quitte à ne pas recruter de stars, on ne surpayera pas un joueur. Et je pense que c'est une prise de risque, mais c'est un pari qui est très cohérent, parce qu'au mine de rien, on a une image qui est installée, comme le rappelait à juste titre Lionel. On a au niveau des contrats, on a au niveau des sponsors très sérieux. Alors on ne fait pas encore partie du gratin européen, mais on est juste à la lisière du gratin européen. On a un nom qui est installé, donc c'est un choix qui est judicieux. C'est un choix qui va nous coûter peut-être quelques noms sur 2-3 prochains mercatos. Mais je pense qu'il y a ce shift au niveau de la politique et il n'est pas nécessairement induit par notre capacité financière. Donc à partir de là,
Alors maintenant, je me suis perdu parce qu'au début, on parlait de la vente de Neymar. Je pense que la vente de Neymar, malheureusement, oui, si, je le pense aussi, mais elle n'est pas réalisable à l'heure actuelle parce qu'il n'y a pas de club qui soit capable de mettre autant d'argent pour nous passer un joueur. Et quand on voit ce qu'essaye de faire Barcelone, Barcelone essaye de faire ce qu'ils font toujours, c'est surfer sur le mécontentement d'un joueur pour essayer de récupérer un deal avantageux, mais jamais le deal pourrait être assez avantageux pour que Paris puisse le vendre. Lionel, toi, est-ce que tu crois à un départ de Neymar? Et si oui, comment le club doit s'organiser? Je pense que c'est possible. Après, la question, c'est, là, je suis un peu d'accord avec Darius, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a, quand on voit le mercato qu'a réalisé le Barça, je pense que c'est le seul club qui est vraiment intéressé et où Neymar est aussi vraiment intéressé à y aller. Je pense que c'est compliqué aujourd'hui pour le Barça après le mercato qu'ils ont réalisé, après les moyens les moyens dont ils disposent. Je pense que c'est compliqué pour eux de faire une proposition pas jamais qui correspond vraiment à ce qu'on attend. Et si Neymar avait par exemple 2 ans de contrat, je pense que ils auraient été dans une position où ce serait un peu plus facile de négocier puisque le Paris Saint-Germain se serait retrouvé dans une période où après, il resterait une seule année de contrat à Neymar, donc compliqué de demander une forte somme pour lui. Mais là, c'est un joueur qui reste 3 ans de contrat. Et donc, avoir des propositions avec que des joueurs en transfert sec, je pense que le Paris Saint-Germain n'acceptera jamais ces conditions. Et le Barça, visiblement, n'a pas les moyens de mettre la somme demandée et réclamée par le Paris Saint-Germain. Donc, je pense qu'il y a, allez, 10% de chances que ça se réalise, parce que dans le foot, on ne sait jamais. Mais aujourd'hui, ce sera compliqué. Et toi, Olivier, tu y crois à un départ ou non? Moi, je voudrais me remettre dans le fil rouge de notre podcast, qui est l'interview de Leonardo. C'est ça qui doit guider un peu notre réflexion. Et cette interview de Leonardo, elle a été réalisée en amont du transfert de Griezmann, qui pour moi est un peu la chose qui va faire basculer la possibilité de transaction. Il savait déjà que c'était fait, Griezmann. Il savait déjà que c'était fait, mais il savait aussi que le Barça avait des soucis pour réunir la somme. Il savait qu'il y avait peut-être une réflexion encore entre Griezmann et Neymar, parce que ça semblait difficile de faire les deux. Donc peut-être, on a l'impression qu'il y a eu une grosse accélération des deux parties pour que ça se fasse il y a une semaine. À la fois les déclarations de Leonardo et les prises de position du clan Neymar. Il y a eu vraiment une très grosse pression des deux côtés pour que ça se fasse. Et puis maintenant, à mon avis, le transfert finalisé de Griezmann, qui a été finalisé difficilement avec je n'ai pas tout à fait compris le montage financier, mais apparemment il y a des emprunts, etc., semble condamner la solution Neymar. Mais c'était quand même très ambigu parce que tu posais la deuxième question. Est-ce qu'on peut envisager un mercato sans Neymar et un mercato avant Neymar? Même Leonardo a été ambigu parce qu'on lui a posé une première question qui était: avez-vous fixé une date limite pour trancher le dossier Neymar? Et il a répondu que ce transfert se produise ou pas, ça change beaucoup de choses. Donc là, ça voulait probablement dire qu'il y avait effectivement une réflexion en fonction de la présence ou non de Neymar dans l'effectif, mais il corrige tout de suite ça très peu après. Comment gérez-vous l'incertitude qui entoure Neymar pour travailler sur ce mercato? Il n'y a pas de plan avec Neymar et un autre plan sans Neymar. Donc, moi, j'ai l'impression que les choses se sont déclenchées assez brutalement, peut-être après l'interview de Nasser, peut-être après le retour de Neymar au Brésil, etc., où il était embringué dans ses affaires privées. Je crois que ça a été le phénomène déclencheur de la volonté des deux parties de se séparer. Mais aujourd'hui, on ne peut plus tellement croire à cette solution, en tout cas du côté de Barcelone. On ne peut pas éliminer qu'il y a un autre gros club qui a envie de faire un coup sur Neymar. Quels sont les clubs qui peuvent sortir de telles sommes d'argent? Il n'y en a pas 36. Quels sont ceux qui peuvent intéresser Neymar? Il n'y en a pas 36 non plus. Mais bon, quelles vont être les pensées de Neymar avec cette reprise? Personne ne le sait et ça peut décider de sa volonté de partir ou pas. Donc moi, j'élimine pas totalement, mais je pense qu'aujourd'hui, la situation est moins favorable qu'elle ne l'a été il y a quelques jours. Je peux faire un petit HS. Vas-y. Barcelone, De Jong, Nike, Griezmann des prêts.
C'est comique ce club quand même. Ils ont des manières très très singulières de contourner le fair play financier, quoi. Ah, ils n'ont pas encore vendu. Hein. Après, Oui, mais néanmoins, ils se font quand même payer un joueur par Nike et ils se font payer, ils font des prêts pour acheter un autre joueur. après C'est pour le salaire par Nike. Par rapport au FPF, enfin bon. Griezmann, c'est pas un prêt. Enfin, il y a A 35 priori, si c'est des prêts bancaires qui ont permis de payer les Il y a toujours des prêts bancaires dans un transfert. 35 Paris a fait des prêts bancaires avec Neymar. 35 Je ne crois pas. L'augmentation de capital, il avait fait pareil. Ouais. Bon, il y a 35 millions sous forme de prêt et 85 millions qui est sous forme d'une escompte. C'est-à-dire que. De toute façon, en Espagne, c'est ça, en Espagne, ils passent beaucoup par les banques. Hein. Le RAL a emprunté énormément aux banques, même avant le. Ouais. Mais là, c'est pas un prêt, là, c'est une escompte. C'est-à-dire qu'en fait, ils vendent une dette qu'un club a vis-à-vis d'eux pour avoir le cash assez rapidement. Et en contrepartie, c'est la banque qui s'occupe pour récupérer l'argent que les autres personnes leur doivent pour pouvoir solder ce truc-là. Donc, c'est pas un emprunt. Ouais. Mais c'est c'est compliqué de suivre Barcelone parce qu'ils ont quand même fait une offre pour 2 livres de 70 millions, sachant que Griezmann devait déjà arriver. Donc on ne sait pas d'où ils peuvent sortir le blé et jusqu'à quel point. C'est assez illicite. Ouais, complètement. Et par contre, De Jong, bon, alors admettons que Griezmann, mais De Jong, c'est quand même financé essentiellement par Nike. Ouais. Ce qui avait été interdit au Paris Saint-Germain à l'époque quand on avait fait la même chose avec Ronaldinho. On s'était fait redresser, je crois, par l'URSSAF. À l'UEFA, ouais. L'URSSAF concernant les salaires, puisque c'est interdit de faire payer le salaire par une tierce. Enfin, ouais, c'est très compliqué. De toute façon, après, il y a eu la TPO, le bordel. On ne sait toujours pas trop comment ça se passe et toutes les ficelles. Mais a priori, si le Barça le fait, c'est qu'ils sont dans leur droit. On verra. La suite de l'interview, donc concernant le mercato, est-ce que là encore Leonardo bluffe-t-il son monde en annonçant que le PSG dispose de moyens limités? Il dit par exemple que De Ligt, il y avait une possibilité de le faire, mais on a préféré ne pas le faire. Ça, on verra si c'est vrai. Et il dit aussi que le PSG ne recherchera qu'un 6 et qu'un décès de complément éventuellement. C'est ce qu'il disait. On apprend aujourd'hui que Diallo va signer au PSG. Mais il dit par exemple que le PSG ne recherchera pas ni latéraux ni gardiens de but. Du moins, aujourd'hui, c'est la réalité, dit-il. Donc pour vous, est-ce qu'il bluffe son monde ou il annonce clairement un nouveau projet où les folies sont terminées, où le recrutement de joueurs de complément ou de joueurs à fort potentiel devient une nouvelle philosophie? Lionel, ton avis là-dessus? Alors, moi, je pense que c'est plutôt l'interprétation de ces propos qui n'est pas comprise. Je ne pense pas que ce soit du bluff, mais que c'est plutôt factuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend en compte l'effectif du Paris Saint-Germain, au moment actuel, on a 4 gardiens de but, dont 2 qui sont internationaux. On a 2 joueurs à gauche, 2 joueurs à droite, 4 défenseurs centraux, 3 milieux de terrain et 6 joueurs offensifs. Donc, en termes de quantité, l'effectif du Paris Saint-Germain ne manque réellement que d'un milieu de terrain, en partant du principe qu'on voit qu'un double pivot et un défenseur central supplémentaire au cas où l'entraîneur a besoin de jouer avec une défense à 3. Après, c'est là que je pense qu'il y a l'importance, c'est qu'il faut différencier l'aspect qualitatif et l'aspect quantitatif. C'est-à-dire qu'en termes de qualité, oui, il manque un gardien de but. Mais Leonardo, aujourd'hui, il est dans une position où il ne va pas non plus dévaloriser ses actifs. Donc, si il commence à dire il me faut un latéral gauche alors qu'il y en a 2 dans son effectif, forcément, celui dont il souhaite se débarrasser, il le met sur le marché dans une position, à un prix très abordable, puisque c'est-à-dire que je ne souhaite pas garder ce joueur-là, il ne fait pas partie du projet, donc je le brade. Et c'est pareil pour nos gardiens, que ce soit Areola ou Trapp, en disant oui, je cherche un gardien de but, ça voudrait dire qu'ils considèrent que Areola et Trapp ne conviennent pas pour le Paris Saint-Germain. Donc, tu ne peux pas, par exemple, on a pu voir les infos qui sont sorties, et à mon avis, c'est pas faux. Tu ne peux pas dire à Milan, je valorise Areola à 30 millions, alors que tu considères que c'est pas un gardien du niveau du Paris Saint-Germain. Donc, je pense qu'il faut faire attention à tout ça. C'est-à-dire que lui, il n'est pas là pour arriver et lancer des scuds sur son effectif. Il y a une réalité. Aujourd'hui, en termes de quantité, avec l'arrivée des joueurs comme Herrera, Sarabia, on a, en termes de quantité, un effectif sur le papier assez complet. Il manque, comme il a dit, un milieu de terrain et un défenseur de complément.
Et après, il y a l'aspect qualitatif où s'il arrive à se séparer des joueurs dont il ne désire plus, par exemple Kurzawa, Arena ou Trapp, là, ça lui permettra d'augmenter la qualité de l'effectif avec de nouvelles recrues. Donc, Rayas, ton avis là-dessus? Déjà, je vais poser une petite question à Lionel, même si j'ai beaucoup aimé le point que tu as défendu et la manière avec laquelle tu l'as mis en avant. Sarabia, tu le mets au milieu, toi? non, je l'ai mis de la joueur offensif. Ok. Je voulais juste préciser. Après, la problématique des moyens limités, il y a eu effectivement le commentaire de Leonardo, mais il y a eu aussi un autre commentaire qui annonçait qu'on avait, je crois, 150 millions de disponibles hors vente. C'est très juste ce que tu étais en train de rappeler. Alors, ça met un peu ce que je voulais défendre un peu, pas à l'eau, mais ça le met un peu en retrait. Mais je vais quand même redire ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour moi, il y a une volonté de ne plus être le dindon de la farce. Et on est vraiment en train je pense, de faire ce virage-là. Il est nécessaire. Alors après, peut-être que, comme tu le dis justement, la fin de mercato va me donner tort et on va commencer à claquer des gros sous une fois qu'on aura vendu, par exemple, Kurzawa, en ayant dit que c'était le meilleur latéral du monde, ce qui nous permettra de le vendre. C'est possible. Apparemment. Et oui, oui, ça c'est sûr qu'il n'a pas beaucoup d'offres. Mais oui. Du monde, on verra si ça marche. Mais c'est très juste ce que tu défends. Et du coup, c'est très illisible. Du coup, c'est encore plus illisible parce que c'est très juste ce que tu dis. Olivier? Oui, moi j'aime bien également l'approche qualitative-quantitative qu'a fait Lionel. Si on veut faire un mercato qualitatif, on en vire un paquet et on en prend d'autres. Et moi, je pense que si le PSG ne veut plus être le dindon de la farce, je pense que ça sera malheureusement impossible tant qu'il évoluera dans une Ligue 1 qui n'attire pas les joueurs. Il n'a jamais, jusqu'à présent, fait d'achat sans surpayer. Dès que c'était des joueurs importants, c'était les seuls moyens de les attirer au club. Sinon, à proposition égale, et on voit le cas de Ligt, ils vont à la Juventus plutôt qu'au Paris Saint-Germain. Mais moi, je crois profondément à une nouvelle saison de transition. Moi, je pense que l'abandon définitif du contrat QTA reste un coup très dur pour le budget du PSG. Les contrats Hall ou Nike, aussi sympas qu'ils sont, ne compensent absolument pas cette perte progressive des moyens. Et je m'aperçois que le mercato tel qu'il est en train de se mettre en place ressemble comme deux coups d'eau au mercato précédent, c'est-à-dire une vente rapide. 2.0. Une vente rapide de joueurs pour boucler l'exercice précédent, qui sont des joueurs d'appoint. Aujourd'hui, le PSG fait signer à tour de bras des contrats à des jeunes joueurs dont ils se servent comme monnaie d'échange pour pouvoir équilibrer ses fins de budget chaque année. Et puis ensuite, le recrutement de joueurs low cost, pas dans leur valeur, mais pas dans leur valeur footballistique, mais dans leur valeur financière. Herrera en fin de contrat, Sarabia parce que c'est une bonne opportunité. Et puis ensuite, il fait ce qu'il a dit dans son interview. Dans son interview, il a dit que le PSG avait besoin essentiellement d'un milieu de terrain et éventuellement d'un DC de complément. Le DC de complément, il vient de l'acheter avec Diallo. Alors même si on croit à 150 millions hors vente, déjà avec ce qu'il a fait, c'est déjà 50 millions, 55 millions qui sont partis des caisses. Il peut se réserver un petit plaisir pour acheter un gros milieu de terrain avec l'argent qui reste, et puis voilà, il aura bouclé son budget. Moi, je crois que le challenge qu'on lui a donné, c'est de faire cette saison de transition, de commencer à remplumer l'effectif, parce que l'échec de l'année dernière, c'est essentiellement un échec quantitatif lié au milieu de terrain. Donc, il va réussir cette étape-là, et puis tout va se reporter l'année suivante où ils vont vendre forcément un des deux, que ce soit Neymar ou Mbappé. Je pense qu'il y a déjà un deal peut-être avec Mbappé pour le laisser partir à Madrid. Il va y avoir l'arrivée de l'augmentation des droits télé et d'un seul coup, le PSG va se retrouver avec des finances suffisantes pour là faire du qualitatif. Mais cette année, il n'a pas d'autre choix que de faire que du quantitatif, à moins que le miracle se produise et qu'il puisse vendre Neymar. Si je peux rajouter aussi quelque chose, c'est qu'on se retrouve aussi sur un marché à l'heure actuelle où on a pas mal de clubs qui sont en reconstruction, que ce soit le Bayern Munich, le Real, le Barça, Manchester. Et ce sont des clubs qui ont... La Juve. Oui, tout à fait. Donc ce sont des clubs qui ont autant, voire plus de moyens que nous, qui sont dans des championnats où les
premiers choix vont se tourner plus facilement vers eux. Donc, on se retrouve en concurrence avec ce club-là. Et donc, forcément, les prix montent. On a pu le voir avec De Ligt, on peut le voir avec d'autres joueurs. Donc, je pense que cette année, le nouveau cycle du Paris Saint-Germain redémarre cette année, avec l'apport peut-être de 2 ou 3 joueurs, et on a pu voir avec des jeunes, peut-être avec du potentiel. Je ne connais pas trop Baker et Bulka, mais Diallo, peut-être le milieu qui va arriver. La saison prochaine, on aura la fin de contrat de certains joueurs, avec peut-être, comme a dit aussi Olivier, le départ de Neymar ou Mbappé. Et ça nous permettra là d'être sur un marché où la plupart des gros clubs auront recruté massivement cette année, seront plutôt sur un marché d'ajustement et ne vont pas se positionner sur les mêmes joueurs que nous. Et on sera un peu plus tranquille pour pouvoir négocier et faire le deuxième marché. Donc, je pense qu'il faut prendre tout ça en compte. Ouais, on verra. Moi, c'est vrai qu'au début, j'étais un peu la même lecture que Drayas. J'ai eu l'impression vraiment où il annonçait une espèce de nouveaux projets, où on annonçait les folies, etc. Puis je me suis souvenu que c'est vrai que Leonardo, c'était l'école Galliani. Leonardo, c'est vraiment l'école italienne là-dessus, et qu'il y a souvent beaucoup de bluffs. Et là, il y a des gens qui ont rappelé certaines de ses interviews les premières années, notamment le premier mercato où il avait dit un latéral droit, non, pas besoin, Chantôme peut jouer à ce poste, le mercato est fini, et puis dans la semaine, tu as Lavezzi puis Van der Wiel qui arrivait, ou quand il avait dit que Silva c'était terminé, et 3 jours après, il signait. Donc c'est sûr que Leonardo est adepte de ce genre de pistes détournées. Philippe Goguet de Culture disait notamment que le jour de l'interview où il sort, où il dit que le gardien n'est pas une priorité, il lâche une offre sur Donnarumma de 40 ou 50 millions. Donc c'est sûr que c'est difficile de lire pour le moment le mercato, même si on va en parler maintenant, on semble se diriger effectivement sur des recrues à bas prix, mais ça ne veut pas pour autant dire la suite, on ne sait jamais. Hein. Donc, juste une chose pour Lavezzi. Ouais, vas-y. Tu réécris un peu l'histoire, parce que Lavezzi, c'est la première recrue du mercato. C'était qui alors, c'est qui le dernier qui arrive avec Van der Wiel? C'est pas Lavezzi qui arrive 40 millions d'euros après? Lavezzi, c'est la toute première recrue du mercato. C'est quel joueur alors qui arrive? Faut que je retrouve le tweet. Lavezzi, je sais que c'est la première recrue du mercato 2020. Alors, Van der Wiel, c'était la dernière, et avant Van der Wiel, t'en as un autre. Je sais plus. Je sais plus. Mais en gros, il avait dit mercato terminé, t'as 2 joueurs qui arrivaient la semaine suivante. Mais c'était avant le FPF, hein, c'est pas le même contexte. C'est pas faux. Mais là non plus, on ne sait pas exactement quels sont les moyens de Paris. Donc c'est très difficile, on n'a pas tous les éléments en main. Donc on va parler maintenant de ce qui a été fait, donc des premières recrues, Herrera, Sarabia, puis le joueur qu'on connaît moins, Baker et Bulka, et donc certainement Abou Diallo en défense centrale, puisqu'apparemment il passait sa visite médicale aujourd'hui. Une recrue qui coûtera environ 30 millions d'euros. Est-ce que vous êtes satisfait pour le moment de ces premières recrues, Drayas? Déjà, je voulais vite fait réagir à ce qui était dit avant, et d'une manière générale, je suis très d'accord avec ce que vous avez dit. Il y a juste une comparaison avec le mercato précédent qui pour moi, n'est pas venu juste. Et les exemples de Herrera et Sarabia le montrent très bien. C'était vraiment des coups qu'on faisait plus depuis longtemps. Et juste rappeler un petit détail, c'est que c'est 2 joueurs qui étaient pistés avant l'arrivée de Leonardo, il me semble, y compris pour Sarabia. Leonardo le confirme d'ailleurs dans l'interview, il dit qu'il a juste Bulka, Baker, Herrera et Sarabia sont des dossiers de Enrique qu'il a finalisé, qui était déjà très bien. Et honnêtement, c'est un mercato intelligent, et on n'avait plus l'habitude de voir justement des mercatos intelligents. Alors, attention, c'est la dernière fois qu'on a parlé de mercato. Ce terme-là, oui, ce terme-là. Donc ça me fait peur. C'était quoi? C'était pour Rezé Ben Arfa Krikoviak. On appelait ça le mercato intelligent. Ouais, possible, mais j'ai pas le sentiment que je le vivais pas de la même manière en tout cas, mais bon, peu importe. Ah oui, si, moi Rezé, j'y croyais. Maintenant pour les joueurs, c'est des joueurs qu'on connaît pas, que moi je connais pas si bien que ça. Herrera, on peut que se référer aux commentaires des supporters de Manchester United qui semblent tous dire que c'était un joueur essentiel. Ça se demandait pourquoi est-ce qu'il jouait pas plus. Je pense qu'on le découvrira assez vite. Il joue beaucoup, hein. Oui, mais si tu veux, il y a un décalage entre le temps de jeu qu'il avait. Il avait plus de temps de jeu sur Solskjaer, il n'en avait aucun sur Mourinho, et il n'était pas tout le temps titulaire non plus sur Solskjaer. Et il y a un décalage entre le temps de jeu qu'il avait et les commentaires des supporters à côté. Ah oui, je pensais qu'il était titulaire indiscutable, moi. Hein? Je pensais qu'il était titulaire indiscutable avec tous les entraîneurs.
Il n'était pas du tout avec Mourinho. Mourinho, il était complètement sur le banc, il me semble. Après, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble qu'il était sur le banc. Et avec Solskjaer, il jouait très souvent, mais il n'était pas tout le temps non plus sur le terrain. Ils ont 22 matchs seulement titulaires cette année en première ligue. Donc et pourtant, paradoxalement, quand tu lis les commentaires des supporters, tu as l'impression qu'ils ont perdu leur capitaine, en fait, limite. Donc c'est ce paradoxe, et c'est un paradoxe qu'on va découvrir très vite. Pareil, Sarabia qui sort d'une saison de feu, qui semble être un joueur utile. Alors après, la problématique de Sarabia, c'est est-ce que c'est vraiment le profil dont on avait besoin? Est-ce que c'est pas un mec qui est un chouïa trop devant? Enfin, le même profil qui joue 5 mètres derrière, j'aurais été fou de joie. Sarabia, c'est un mec qui a souvent joué en milieu relayeur, donc. Ouais, sauf qu'il a quand même vachement un profil ailier. Spontanément, il a un profil ailier, et là, il sort sur une saison de feu où il est ailier. Donc, si tu veux, il a joué 9,5 la moitié du temps, je crois. Ailier droit en deuxième partie de saison et 9,5 en première. Ouais, mais grosso merdo, si tu veux, il fait une saison de feu où spontanément tu le places plus en remplaçant des offensifs qu'en 8 hauts titulaires. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Et après Bakker et Boulka, certainement, enfin, franchement, je n'y connais rien. Après, j'aimerais revenir sur Diallo, que je ne connais pas, mais j'ai vu les vidéos, et sur les vidéos qu'on voit, il y a 2 qualités qui sont mises en avant. Alors, je sais que ça suffit absolument pas pour se faire un avis sur le joueur. Mais les qualités qui sont mises en avant, c'est sa capacité à se projeter balle au pied et la qualité de ses relances, et notamment de ses relances longues. Et moi, je me prends à rêver. C'est-à-dire que encore une fois, essayer de décrypter le langage de Leonardo, c'est quasiment impossible. On avait quand même l'impression qu'il y avait une volonté de remettre en cause, et c'est une volonté qui s'est exprimée d'une manière assez forte, de remettre en cause non pas forcément Thiago Silva en tant que joueur, mais Thiago Silva en tant que capitaine, Thiago Silva en tant que capitaine de la défense et en tant que patron de la défense. Et avoir un joueur comme ça, moi, ça me rassure. J'ai envie de croire qu'il y a un militantisme, non pas pour sortir Thiago Silva de l'équipe, mais sortir Thiago Silva de la zone de confort dans laquelle il est, de le remettre dans un rôle dans lequel il est, parce que c'est un très très bon footballeur. C'est juste pas un bon, c'est pas un bon patron, c'est pas un bon, voilà. Et le remettre à droite dans une défense à 3, moi, j'ai fantasme à mon avis, là, malheureusement. Là, on parlait des recrues. Mais le fait d'avoir un joueur comme Diallo, peut-être de décaler Silva en axe droit. Le fait d'avoir un joueur comme Diallo, qui pour moi c'est vraiment pas le même profil en fait que Kimpembe. J'ai vu pas mal de comparaisons Diallo-Kimpembe, mais pour moi c'est vraiment pas le même profil. Oui, je me mets à espérer que ce sera le cas. Voilà. Diallo, c'est quand même axe gauche. C'est axe gauche. Kimpembe était le défenseur le plus relanceur du trio. Mais non, c'est un backup amélioré de Kimpembe qu'une vraie concurrence pour Marquinhos, Silva, ou pour un changement de système. J'ai plus l'impression que c'est vraiment du poste. Moi, avec sa capacité de relance, et quand tu vois ses balles longues, si tu veux, le joueur auquel il te fait penser, c'est Bonucci en fait. Quand tu vois sur les vidéos, le joueur auquel il te fait penser, c'est Bonucci. Enfin, une vidéo, c'est 100 minutes de. Je suis d'accord. C'est très bon à la relance, mais tu pourrais faire 25 vidéos sur d'autres défenseurs que tu ne les verrais pas faire ces passes-là. C'est quelqu'un qui se projette sans ballon, déjà, ne serait-ce que. Pas forcément qu'avec ballon. Il est très bon pour se projeter avec ballon, il est très bon dans le jeu long, effectivement, et puis il va aussi apporter le surnombre sans ballon. Donc, ça, là-dessus, en relance, normalement, c'est un joueur qui a ces qualités-là. Mais après. C'est ça que moi, j'ai plutôt envie de le voir au centre d'une défense à 3 que sur un côté d'une défense à 3. Parce qu'il a toutes les qualités, a priori, pour évoluer au centre. Tourelle a sûrement d'autres idées, malheureusement. Enfin, je sais pas. Léo va peut-être faire du lobbying pour faire évoluer la situation. Je suis pas sûr que Tourelle soit quelqu'un qui écoute le lobbying de ses dirigeants. Vu le passé. C'est mon espoir. On verra ça par la suite. Olivier, est-ce que toi, tu es content de ces premières recrues? Déjà, quitte à décevoir Draya, je pense que Léo, dans son interview, a conforté Thiago Silva, qui sort d'une des plus grandes saisons de sa carrière, qui rencontre d'innombrables, qui vient de faire une admirable Copa América, où il a été élu dans l'équipe des meilleurs défenseurs. Et Thiago Silva sera bien entendu le défenseur du milieu à 3, des 3 défenseurs à 3, parce qu'il en a toutes les qualités, parce que c'est un couvreur absolument magnifique. Et Diallo, qui est une bonne recrue, je suis satisfait de cette recrue, il a été recruté essentiellement parce que c'est un joueur côté gauche, et qu'on n'avait qu'un seul gaucher parmi les défenseurs centraux, c'est Kimpembe, et que vu sa saison passée, il mérite sûrement d'avoir une concurrence. Diallo a toujours joué axe gauche, et même la moitié de la saison dernière, latéral gauche. C'est dans ce rôle-là qu'on l'attend, d'autant que à partir du moment où on n'a pas les moyens de remplacer nos arrières latéraux qui sont d'une tristesse infinie défensivement, on a besoin derrière eux
de défenseurs centraux qui aient des réflexes de latéraux pour pouvoir les couvrir dans leur dos, ce qui a été un de nos grands problèmes l'année dernière. En ce qui concerne les autres, Herrera, je crois que c'est un très bon joueur. Enfin, si on veut jouer en double pivot, il va être un complément parfait à Marco Verratti. Et puis, il est capable d'évoluer également dans un autre rôle, dans un milieu à 3. Sarabia, c'est une opportunité sur laquelle on a bien fait de foncer parce que là aussi, il fait partie des joueurs qu'aime Tourelle, des joueurs qui sont tactiquement polyvalents. Il a été baladé l'année dernière un peu partout, au milieu de terrain, dans l'axe, sur le côté. Il a les deux pieds, il a un magnifique pied gauche, donc ça, c'est vraiment une bonne opportunité. Quant à Bakker et Boulka, là, je crois que c'était des joueurs qui avaient été recrutés dans l'optique de renforcer l'équipe réserve. Il n'y a plus d'équipe réserve. Bon, ils n'ont pas coûté grand-chose, même rien pour Bakker et Boulka, puisque c'était des joueurs libres. Eh ben, on va voir, on va les laisser grandir avec le groupe en espérant une bonne surprise, mais on ne peut rien espérer d'autre. Mais en tout cas, Herrera, Sarabia et Diallo correspondent parfaitement à ce qui était dans l'interview de Leonardo, un mercato quantitatif avec des joueurs là où on en a besoin du fait des gros déficits enregistrés dans l'équipe l'année dernière. Lionel. Alors, je vais reprendre un peu ce Diallo. Diallo, la saison dernière, a joué plus de la moitié de la saison axe droit en défense centrale, puisque c'était Zagadou qui jouait axe gauche et lui axe droit. C'est lorsque Zagadou s'est blessé, donc il y a Vega qui est redescendu en défense centrale, qui repasse à axe gauche. Et avec l'arrivée, lorsque Akanji s'est un petit peu plus imposé, Akanji est passé axe droit et là il est passé défenseur gauche, ce qui a permis à Hakimi de passer latéral droit. Et quand il est passé latéral gauche, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, je crois. Exactement, et puis c'est là aussi qu'ils ont pris beaucoup de buts, dont le 5-0 contre le Bayern où il joue latéral gauche. Oui, c'est clairement un poste de dépannage, j'ai l'impression. Et quand il est central, paradoxalement, ils ont pris très 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 peu de buts par contre. Tout à fait. Et en plus, alors c'est un joueur qui se projette très bien, mais c'est un joueur aussi qui est très rapide et qui est très bon dans la couverture de l'espace. Par exemple, là où Kimpembe a tendance à défendre en agressant, en attaquant, en avançant sur le défenseur, lui, il est capable de tout de suite couvrir derrière. Et je trouve en l'ayant vu jouer plusieurs fois, je trouve que c'est un défenseur, c'est vraiment un très beau coup. C'est un défenseur très intelligent. Et justement, toi qui l'as vu jouer, tu le verrais pas jouer au centre d'une défense à 3? Non. Je pose une simple question. Il peut répondre, Olivier. Arrête de. Ah. J'en avais parlé un peu en off avec Basto. Et je le plaçais dans l'axe, c'est-à-dire avec Marquinhos à droite et Kimpembe à sa gauche. Et lui, comme il est aussi à l'aise, il est très à l'aise pied droit et pied gauche, c'est son pied naturel. Je pense que dans cette position-là, il peut aussi être très bon. Donc, voilà. Et je voulais juste ajouter que Olivier, on ne sera pas d'accord sur Thiago Silva. Pour moi, Thiago Silva, c'est un très très bon joueur, mais c'est c'est essentiel quand même. C'est un très très bon joueur, mais c'est un très très mauvais patron. Parfait, tu le dis. Mais on s'en fout du capitaine, ça n'a jamais été un joueur, le capitaine. Ah, mais pas le capitaine, le fait d'être responsable de la défense. Il est le meilleur responsable de la défense. Le leader de la défense. Après, si je peux finir sur ce que je suis satisfait. Herrera, je trouve que c'est un bon coup, surtout pour un joueur qui arrive en fin de contrat. J'aime pas le terme gratuit parce que la prime à signature, c'est comme un transfert, même si ce serait pas le montant qu'on doit payer pour lui s'il était sous contrat. Sarabia, je trouve que c'est pareil, à 18 millions d'euros, il va arriver, je pense qu'il remplace numériquement parlant un joueur comme Diaby. Donc, je pense qu'en termes qualitatifs, je pense qu'on a quand même une vraie plus-value, surtout via son expérience et les dernières saisons qu'il a pu faire avec le FC Séville. Après, Bakker et Boulka, je pense que ça rentre dans le cadre aujourd'hui de la politique du Paris Saint-Germain, où on le voit avec nos jeunes, qu'on signe des contrats et qu'on revend un an ou deux après avec un pourcentage à la revente. Je pense que pareil, ces deux joueurs-là vont entrer dans un cadre de trading, parce que, qu'on le veuille ou non, le Paris Saint-Germain aujourd'hui est obligé de prendre en compte cet aspect, parce qu'il n'aura jamais les droits TV qu'ont les clubs de Première Ligue, de Liga et de Serie A. Ok, moi je donne vite fait mon point de vue. C'est vrai qu'on upgrade notre banc de touche, on va dire. On se débarrasse, entre guillemets, des Diaby, etc. Et c'est vrai que
Quand tu prends Sarabia, qui, même s'il explose au niveau des stats cette année, ça fait 4-5 années qu'il est bon en Espagne. Il avait fait des bonnes saisons à Retafe, il a confirmé à Séville assez largement. Herrera, c'est un peu l'énigme parce que c'est surtout à Bilbao, sous Bielsa, qui joue numéro 10, où il était en Espagne, considéré comme le successeur de Xavi dans la sélection nationale. Et à United, il s'est un peu perdu dans ce rôle-là. Il a trouvé un nouveau rôle de 8 un peu tout-terrain, mais il n'avait plus le même impact. Mais ça reste un joueur qui manque, c'est-à-dire un milieu de projection derrière la ligne de pression adverse, ce qu'on n'avait pas. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Et Diallo est un joueur aussi que j'aime bien. Mais moi, j'aurais des réserves. On va parler si vous en avez. Est-ce qu'Olivier, tu as des réserves sur ce début de mercato malgré tout, malgré ta satisfaction? C'est-à-dire, tu es obligé de contextualiser à partir du moment où on est dans un mercato intermédiaire, où on n'a pas les moyens de faire beaucoup plus que ça. Pour le moment, par rapport aux intentions affichées, parce que je rappelle qu'on est toujours dans le cadre de l'analyse de l'interview de Leonardo, par rapport aux intentions affichées, on est dans les temps. Il manque ce qui semble être le joueur sur lequel on va casser un petit peu de notre tirelire. Si la tirelire n'est pas très grosse, il y a quand même une tirelire. Il manque le 6, mais ça, on va en parler après. Mais pour le moment, il est dans les temps du renforcement quantitatif et également qualitatif qu'il s'était assigné. Et est-ce que les intentions, tu as des réserves dessous, ça te plaît? Les intentions, moi je préférais bien sûr qu'on puisse faire plus. C'est pour ça que j'aurais été extrêmement satisfait qu'on puisse vendre Neymar. Mais on Neymar, sans vente de Neymar, je ne vois pas quel moyen on peut trouver pour faire mieux que ça. Très bien. Et je rappelle juste aussi que dans l'équipe type de la Copa, il y a 2 joueurs que tu adores qui sont Alves et Paredes. Lionel, ton point de vue sur la question? Juste pour te répondre concernant Herrera d'abord, Herrera expliquait que son changement de poste est dû au fait que pour lui, un numéro 10 il doit marquer au moins une dizaine de buts par saison et que ça ne correspond pas à ses qualités. Donc lui, il a su s'adapter, donc rendre un jeu un peu plus agressif et être un peu plus dans le combat pour jouer un poste de 8 et être utile à son club. Parce que pour lui, son principal objectif, c'est toujours... pour United, c'est sûr que il devait jouer différemment. Donc, après, est-ce que j'ai des réserves? Non, parce que contrairement au mercato où on fait venir Ressé, Ben Arfa et autres, cette année, on ne perd pas un joueur du calibre d'Ibra. Donc, certes, on est dans une phase, on va dire, qui ressemble un peu à une phase de transition, mais avec un effectif qui est suffisant pour continuer à dominer en Ligue 1. Et je pense que on a, qu'on le veuille ou non, on va pas revenir sur le match de Manchester United où la thèse de l'accident ne peut pas être la seule à être prise en compte. Mais que ce soit. D'ailleurs, Leonardo, dans l'interview, non, c'était Nasser dans l'interview sur l'accident, dit qu'il y a des responsabilités. Leonardo aussi le dit qu'il y a des responsabilités qui sont autres qu'un simple test de l'accident. Ouais. Tout à fait. Mais on a montré que ce soit contre le Barça, lors de la remontada ou contre Manchester United, qu'on est capable d'élever notre niveau et donc avec un effectif au complet et avec une préparation, je pense, mentale un peu plus efficace et un tirage au sort qui n'est pas trop rude, le Paris Saint-Germain est capable de faire un bon parcours en Coupe d'Europe. Est-ce que sur une saison avec un recrutement, on peut ambitionner la Ligue des Champions? Je ne suis pas sûr. Donc, je pense qu'il faut avoir une vision à long terme. Et aujourd'hui, c'est l'impression que me donne le club. Marias? Ouais, on l'a évoqué tout à l'heure, que ce soit parce que ça y est, maintenant on arrête de surpayer les joueurs, que ce soit parce que Leonardo est un grand magicien menteur, ou que ce soit parce qu'on n'a pas beaucoup de sous. Bref, parce qu'on n'a aucune lisibilité sur le mercato, on ne peut que être satisfait de ce début de mercato. Comme le rappelle Lionel, on n'a pas perdu de joueurs et on s'est enrichi d'une manière assez claire avec quelques recrues qui semblent judicieuses a priori. Donc pour le coup, c'est trop tôt d'émettre un avis. On verra, on fera les bilans à la fin du team mercato. Ok, moi je voudrais quand même rajouter que s'il y a un point noir dans ce début de mercato, c'est le départ de Rabiot. À la fois parce que c'était un joueur dont on avait besoin et surtout dans les conditions dans lesquelles ça s'est fait. C'est pour moi le vrai et seul point noir de ce début de mercato. Ok, moi je suis beaucoup plus dubitatif que vous sur les intentions affichées.
Leonardo dit notamment dans son interview que Paris a déjà une équipe capable de remporter la Ligue des Champions. Pour moi, c'est se voiler la face grandement. Et évidemment, on avait un problème quantitatif qui est en train d'être réglé, mais on a un problème qualitatif qui est maintenant énorme. Pour moi, là, on est un peu seulement en train de changer la déco, mais on a toujours les vieilles fondations usées par les mythes et on espère que la structure va tenir. Donc j'ai un peu de mal avec ça, de changer les seconds couteaux et persuader que ça va changer, que parce qu'on a 2 ou 3 solutions en plus sur le banc, ça va être bon. Moi, je reste persuadé que si on ne change pas une grande partie des cadres qui composent le 11 type, eh ben, ce sera encore une année de perdu. On verra ce que. Mais on n'est pas en désaccord, hein, Baston. On ne disait pas le contraire. On disait juste que pour l'instant, c'était pas possible de lire ce qui allait devenir et Oui, que pour l'instant, ça partait bien. C'est mes réserves, c'est sur les intentions affichées dans l'interview et pour le moment, ce qu'on voit, j'ai l'impression qu'on en reste là. Après, bien sûr, ça se trouve, 2-3 joueurs vont arriver et dégager des cadres, on ne sait pas, mais c'est mes petites réserves que j'ai. Mais je reviens sur ce que tu dis, que Leonardo dit qu'on a une équipe pour gagner la Ligue des Champions. Dans son interview, il dit dire qu'on démarre la saison pour la gagner, la Ligue, ça serait juste un discours. On ne doit pas faire de fixation sur une victoire en Ligue des Champions, juste construire quelque chose de durable, d'être dans le concret. Cette année, on a une vision différente. Il est temps de s'arrêter un peu, de se poser, rester tranquille. Ce club a besoin de sérénité. Il a pris beaucoup de risques, fait de très gros investissements. Donc, il est vraiment plus du tout dans le discours nassérien de début de saison où on intimait un seul objectif, la Ligue des Champions. Je crois qu'au contraire, il met la pédale et il est en accord avec les moyens actuels du club. Et c'est une année de transition. Oui, pardon, vas-y, finis. C'est une année de transition. Les ambitions, le retour aux ambitions, c'est quand on vendra une ou 2 stars l'année prochaine. C'est vrai qu'on est loin de son discours de l'époque où il disait Paris a une équipe pour l'Europe et non pour la France. Et puis après, pour revenir à ce que tu dis concernant le départ des cadres, le souci, c'est que les cadres qu'on souhaite faire partir, que ce soit Thiago Silva, je pense que c'est le premier qui est visé. Il part l'année prochaine. Comme a dit Dreas, certes, c'est pas un joueur avec un gros mental et pas un gros patron. Et c'est vrai que c'est un joueur qui est à son meilleur niveau, c'est notre meilleur défenseur central. Donc, est-ce qu'on aura les moyens cette année d'attirer un défenseur central qui va apporter un vrai plus au Paris Saint-Germain, même si Diallo, je pense que c'est un vrai bon joueur, mais je parle d'un défenseur qui va arriver tout de suite en s'imposant en tant que leader de la défense du Paris Saint-Germain. Peut-être que ce n'est pas possible cette année. Donc, il faut, comme il a dit, et il l'explique très bien dans son interview, savoir faire un pas en arrière pour pouvoir mieux sauter. Donc, je pense que moi, je trouve que ce qui se passe aujourd'hui est en accord avec le discours qu'il a tenu dans son interview. Et je pense que ça nous permet de pouvoir prendre les choses tranquillement. Et puis, il ne faut pas oublier quelque chose qui est quand même important, c'est qu'un mercato, ça se prépare sur 6 mois, 7 mois, voire 1 an à l'avance. Leonardo est arrivé cette année. Je pense que ça aurait été une erreur de sa part, déjà de ne pas reprendre les dossiers, enfin une partie des dossiers qui ont été faits par Enrique, et de venir et d'essayer de recruter à tout va des joueurs sans avoir vraiment pris le pouls de l'effectif et de ce qui s'est fait ces dernières années. Donc, cette année, faire un mercato qui nous permet de tenir notre rang, voir comment les choses se passent, vivre avec le groupe, et l'année prochaine, vraiment faire le vrai mercato qui nous permettra de franchir un palier. Il y a une petite problématique dans ce que tu énonces, pour moi, c'est quand tu parles de tenir le rang. La problématique, elle est simple, c'est qu'en Ligue 1, tenir le rang, c'est continuer à gagner en Ligue 1, et en Ligue des Champions, tenir le rang, c'est encore se faire humilier en 8e de finale. Alors bien sûr, quand tu le sous-entends, c'est pas en train de sous-entendre, c'est encore se faire humilier en 8e de finale, mais en gros, tu es en train de dire ne pas progresser cette année pour progresser plus tard, mais ne pas progresser cette année, c'est la problématique en fait de nos saisons, c'est qu'on renvoie une image qui est désastreuse. En termes de résultats. C'est-à-dire qu'on renvoie une image d'une équipe qui marche sur la Ligue 1 de manière éhontée et qui se fait fesser par des U19 en Ligue des Champions, quoi. Et tu peux pas te contenter en fait de refaire une saison pareille.
Tu peux pas te dire, tiens, on va re-rentrer en Ligue des Champions pour ne pas aller ne serait-ce que plus loin ou pour ne pas, ne serait-ce que sortir avec les honneurs et sortir en se battant et en jouant bien. Tu es forcément obligé d'insuffler quelque chose de plus et tu peux pas te contenter d'un statu quo parce que le statu quo, il est trop dévastateur en termes d'image. Mais c'est pas ce qu'il dit. J'entends- Il a jamais dit qu'il se contentait d'un statu quo. Il a dit qu'on gagnerait pas la Ligue des Champions. On en est tous conscients. Oui, mais Maintenant, il faut analyser les raisons pour lesquelles il y a eu des défaillances l'année dernière. Et pour moi, la raison principale, c'était le déséquilibre de l'effectif. Aujourd'hui, il est en train de corriger, avec les moyens qu'il a, ce déséquilibre. Dès qu'on va avoir à nouveau un milieu qui fonctionne, un milieu qui est capable de tenir le ballon, un milieu qui est capable de soulager sa défense, on peut espérer faire quand même beaucoup mieux. Et ça sera pas trop difficile de faire beaucoup mieux en France, parce qu'on n'a pas écrasé en dehors du championnat le niveau national cette année. On n'a quand même gagné aucune des deux coupes nationales. Donc là, je pense que c'est possible de le faire. Et puis, je pense qu'on peut arriver en huitième et en quart de finale. C'est quelque chose qui est faisable avec une équipe en reconstruction comme celle-là. Je crois qu'il est lucide par rapport aux moyens qu'il a. Il faut pas oublier non plus qu'il traîne un certain héritage du passé. Quand on veut virer Areola, bah on le prolonge pas au salaire qu'il a. Quand on veut se débarrasser des joueurs, voilà, on traîne encore cette mauvaise fonctionnement du passé qui fait qu'il a des contraintes aujourd'hui avec des joueurs dont il voudrait peut-être se débarrasser, mais qui sont à des niveaux salariaux qui font qu'ils sont très bien au Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est pas des choses qui vont se régler en une seule fois. Là, il part au plus pressé, il essaye de reconstruire avec les moyens qu'il a une équipe plus équilibrée. On peut quand même être optimiste, non pas sur la victoire en Ligue des Champions, je crois que ça c'est exclu, mais au moins d'avoir une équipe plus vaillante, une équipe qui va nous montrer un autre spectacle avec des joueurs plus concernés, les Herrera, les Sarabia, ça c'est des joueurs qui ont de la grinta. Ça devrait quand même être plus sympa à regarder. Et puis, juste pour finir, quand on regarde nos dernières éliminations, je ne pense pas que ce soit la qualité intrinsèque du Paris Saint-Germain qui a fait que le club qu'on ait subi ces éliminations, mais plutôt sur l'approche mentale des choses, sur l'approche mentale, sur l'organisation autour du club, je pense. C'est-à-dire que le poids, la pression, qu'est-ce que représente le Paris Saint-Germain? Je pense que c'est plus ça qui a fait défaut ces dernières années que la qualité du club, la qualité des joueurs. la qualité du club, tu avais des vrais manques. Si tu reprends toutes les campagnes. Si tu prends le match du Barça, quand on gagne 4-0 à l'aller, le match retour, je suis désolé. Est-ce que le match une anomalie en fait mais juste, Lionel, tu vois, tu dis le match retour, désolé, mais tu peux aussi dire le match aller, désolé. Tu vois ce que je veux dire, c'est que le match aller qu'on fait, il est ubuesque par rapport à notre niveau moyen à cette époque-là. Et d'une manière générale, cette saison qu'a fait Emery, si on prend toute la saison, c'est un îlot d'espoir dans 7-8 ans d'incohérence. 7-8 ans d'incohérence. C'est qu'Emery, cette saison, a réussi à faire avec des briques et des braques quelque chose qui a masqué ponctuellement certains déficits criants qu'il y avait dans l'effectif, mais ça ne doit pas nous obstruer le fait. Alors après, j'entends ce que vous me dites. J'entends ce que vous me dites, qu'à l'heure actuelle, on est en train de répondre à ces déficits-là. Mais il faut quand même oui, alors oui, il y a le gamble de se dire oui, c'était que mental avant, etc., etc. Mais c'est quand même un gamble parce que ça n'était pas que mental. Il y avait le mental, il y avait l'effectif qui était déficient et apporter comme ça des bouts de scotch et se dire bon bah maintenant on va se stabiliser par rapport à notre niveau. C'est pas évident parce que ce que j'étais en train de dire, même si Olivier a complètement déraciné mon propos, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que mine de rien. Pour nous, les curseurs sont pas si faciles que ça à lire. Et se dire, tiens, on s'est stabilisé, tu sais, c'est pas comme si tu étais cinquième de Ligue 1, puis tu faisais le yo-yo entre le huitième et la troisième place, et tu disais, bon, bah maintenant, on se stabilise à la quatrième place. C'est-à-dire qu'on va faire quatrième sur 3-4 saisons d'affilée. Bah là, on est en Ligue 1 très très haut devant et en Ligue des Champions assez bas derrière, mine de rien. Et il n'y a pas cette espèce de juste milieu de curseur où tu vas pouvoir te mesurer. Et c'est pas si évident que ça à se mesurer. Et c'est tout con. Mais le fait de ne pas pouvoir se mesurer, bah, ça peut très vite te renvoyer dans des doutes, etc., etc., etc. Je ne dis pas que vous êtes assez dit, c'est assez difficile à apprécier toute cette évolution. Moi, je trouve, quand je reprends les dernières saisons, je trouve que on a su montrer à plusieurs reprises, alors même si des fois c'était des fois en poule, des fois en huitième, même des fois en quart, que sur un match, on était capable d'élever notre niveau. Et je pense que le problème du club, le problème du Paris Saint-Germain,
c'est surtout sur cette capacité à garder une régularité dans l'approche de l'événement. Mais on l'a même pas contre les gros de Ligue 1, le Lionel. Le problème, c'est pas quand il est champion, quand Tu tu joues l'équipe du podium de Ligue 1, Lyon, on perd une fois sur deux, quoi. Contre Marseille, il y a des fois où on fait peur, alors que Marseille ne fait rien, quoi. L'année de la remontada, mis à part Monaco, Lyon-Marseille, il me semble qu'on les gagne aller-retour. Oui, mais c'est l'année on les gagne pas. On les gagne pas une seule fois. Et c'est précisément l'année dont je te parlais où Emery a réussi à faire, alors qu'il a été décrié comme c'était pas permis cette année-là, a réussi à faire quelque chose. Mais c'est une exception sur les 7-8 dernières années, en fait. Mais même ça, on était tous d'accord. Nice c'est un point en 2 matchs cette année-là. C'est les deux équipes du podium. Donc même là. On était tous d'accord pour apprécier l'arrivée de Leonardo pour que justement l'appréhension des matchs, la prise en compte du haut niveau, elle soit meilleure que ce qu'on a eu par le passé. C'est là où son apport va être capital, parce qu'il connaît le football de haute compétition, il a été entraîneur, c'est quelqu'un qui a la confiance des joueurs, il est capable d'être ce chaînon manquant. Mais quand même, on est obligé de reconnaître que l'année dernière, sur le plan de la qualité et de la quantité, le milieu de terrain, ça a été une catastrophe. On a commencé la saison avec 2 milieux de terrain et on a foutu Rabiot sur le banc à la mi-saison. Verratti a été tout seul au milieu de terrain. On est obligé de faire descendre Marquinhos pour qu'on puisse avoir un milieu de terrain à peu près potable. On peut espérer quand même qu'avec le quantitatif et le qualitatif apporté par Herrera, et puis j'espère, on va en parler dans le sujet suivant, sur les autres milieux qui restent à recruter pour ce mercato, enfin on va avoir un entrejeu qui va nous permettre d'avoir une toute autre animation, un tout autre équilibre, une toute autre sécurité défensive. Il n'est pas fini le mercato, et c'est là où on attend Leonardo aussi. Et on va enchaîner justement donc avec la recherche. Je voulais rebondir, Basto, absolument là. Très rapidement parce que. Non, je déconne, c'est bon. Il est chiant. Vas-y, tu peux partir du podcast, tu m'as saoulé. Donc Paris recherche un milieu, c'est pas une surprise. Leonardo l'a clairement confirmé dans l'interview comme priorité. Il parle d'un milieu défensif plus que d'un milieu relayeur. Je sais pas s'il faut voir jouer sur les mots. Et puis selon les pistes, on semble plus se focaliser sur un profil milieu bas à fort impact physique. On a parlé de Gueye ou Bakayoko, même si on a aussi parlé de Tonali qui lui est dans un profil un peu différent puisque c'est un vrai régista. Mais on parle plus de milieu bas que d'un milieu haut puisque les pistes qu'on pouvait entendre comme Alan ou Milinkovic Savic semblent un peu au point mort ces derniers temps. Alors, est-ce que vous comprenez ce choix de profil, un milieu bas, Drayas? Moi, c'est le point noir, c'est le point qui me fait très 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 peur. En soi, je pense qu'on pourrait en avoir besoin si on prenait un autre milieu, un deuxième milieu, et il faudrait un remplaçant à la Herrera et pas forcément un profil à la Gueye et à la Bakayoko. Et d'ailleurs, peut-être pas un remplaçant à Herrera, un titulaire à la Herrera. Pour un des déficits, on parlait tout à l'heure de nos saisons successives en Ligue des Champions, d'un certain nombre de nos ratés. Il y a quelque chose qu'on peut remarquer quand l'équipe n'est pas en mode full défensif derrière, et c'est nous qui sommes en mode full joueur derrière le ballon en fait. Et on a un vrai déficit de joueurs qui savent se tenir devant le ballon. Quand on parle de Herrera, on ne parle pas d'un joueur qui est devant le ballon, on parle d'un joueur qui est de transition entre derrière et devant. Mais devant, on a un vrai problème. Et on se retrouvait, alors c'est vrai, c'était accentué l'année dernière par notre manque de milieu, mais c'était vrai aussi les autres saisons. Et même on peut remonter jusqu'à Ibra qui était en train de redescendre avec Mota et Marco qui se faisaient la papasse derrière avec Rabiot et Silva. Et on peut remonter à très longtemps. C'est cette incapacité à installer des joueurs devant le ballon parce qu'on n'a pas des joueurs qui savent se tenir devant le ballon et qui font qu'on a nos offensifs qui sont obligés de descendre et ça crée des déséquilibres permanents. Donc là, vu qu'on a recruté Herrera, se dire que notre premier choix, ça va être un Bakayoko ou un Gueye, moi, ça me terrorise parce que notre premier choix, ça devrait être un 8 haut parce que pour moi, Sarabia a pas vraiment le profil 8 haut et c'est vraiment un profil dont on a besoin parce que pour pouvoir mieux défendre, oui, c'est vrai que c'est important d'avoir un milieu qui protège la défense, mais c'est aussi important de pouvoir garder la balle un peu plus haut en ayant des joueurs qui sont un peu plus hauts, d'offrir des possibilités de passe. Et pour l'instant, notre milieu, il est souvent muselé de par le fait de ne pas être assez nombreux et de fait de ne pas avoir assez de possibilités de passe pour pouvoir faire. Donc ces pistes-là, moi, ça me fait flipper et c'est ce qui est en train de foutre en l'air la perspective de ce mercato, pour moi. Olivier, est-ce que toi, tu es content de la piste qui semble être recherchée ?
Sans surprise, je ne serais absolument pas d'accord avec Draya sur l'analyse. L'année dernière, moi, j'ai remarqué qu'on a joué en 3-1-6, c'est-à-dire avec 3 défenseurs centraux. Le seul malheureux Marco Verratti se débattant entre l'attaque et la défense, et puis des arrières latéraux très haut situés se faisant prendre dans le dos en permanence avec une capacité à défendre qui était grotesque, et puis nos avants, qui étaient souvent 4, puisqu'il y avait Di Maria qui s'ajoutait aux 3 autres avec des replacements défensifs extrêmement aléatoires. Les seuls moments où on a un peu rééquilibré l'équipe, c'est quand on a fait monter au milieu un défenseur central, Marquinhos, qui a explosé dans ce rôle-là, quand on a eu ce double pivot Marquinhos, qu'on ne peut pas appeler comme un milieu haut, et Verratti, et là l'équipe, c'est là où elle a fait ses meilleures performances. On n'a pas eu des troupes United de retour avec ce duo, hein, mais bon. Il faut impérativement, à mon avis, recruter 2 milieux. Moi, je pense 2 milieux dont le profil n'existe pas dans l'équipe. Il nous manque un coast-to-coast, un joueur qui a un très gros volume de jeu, une très grosse puissance, qui est capable de faire des allers-retours entre la défense et l'attaque. Et ça, c'est à mon avis là-dessus qu'il faut mettre l'argent. Et puis, il faut que Leonardo fasse un coup, qu'il trouve une idée pour pouvoir trouver le milieu défensif, le milieu, l'impact player qu'on n'a plus dans l'effectif non plus. Et le prêt d'un Bakayoko serait pour moi une très bonne solution. On ne prend pas de risque. C'est un joueur qui avait fait une saison exceptionnelle lorsqu'il jouait à Monaco. C'est un joueur qui s'est un peu perdu depuis, qui s'est retrouvé en partie au Milan. Voilà le type de joueur, le type de coup en prêt qui serait intéressant. Gay m'intéresse sur le plan de son profil, mais par contre, il a 29 ans, il est très cher. Si on doit mettre 3-4 ans de contrat sur un joueur comme ça, là, je serais un petit peu inquiet du choix. Et puis, il faut espérer quand même, dans le retour au niveau de Paredes, qui a fait une très bonne Copa América, voilà, il peut jouer dans un rôle de sentinelle, puisque il n'y a que dans cette fonction-là qu'il peut jouer, il ne peut pas tellement jouer dans un milieu à 2. C'est un joueur qui offre une autre possibilité tactique. Donc, je serais assez satisfait d'un coast-to-coast, d'un joueur très puissant, et puis d'un vrai milieu défensif qui soit capable de tenir la baraque derrière, de faire le relais, et qui soulage un petit peu Verratti, et qui pourrait être le prêt d'un Bakayoko. Donc moi, ça ne m'inquiète pas, ces pistes-là, mais il faut être capable de les concrétiser dans le bon sens. Après, Paredes, c'était un des moins pires de la Copa, mais c'était pas bon pour autant. C'était mieux par rapport à nos craintes. Oui, ça pouvait pas être pire. Après j'ai l'impression, toi, donc en priorité un espèce de box-to-box et en plus un 6 de complément après, mais j'ai plus l'impression que c'est le contraire, qu'on veut un 6 en priorité, et pourquoi c'est une question d'argent, là aussi. C'est une question d'argent. Hein. Bah ouais, mais autant la mettre sur le box-to-box plutôt que sur le 6, justement. Et moi, je pense que la piste Savic n'est pas abandonnée. La piste Savic n'est pas abandonnée. J'espère, mais si on balance 40 pour Gueye et qu'on n'a pas de box-to-box, c'est sûr que ce sera un peu... Et puis un échange Neymar-Pogba, moi j'en rêve de ça. Sinon, pour moi, sur le dispositif tactique, j'ai l'impression qu'on joue en 3-3-0-4 l'année dernière, ou en 6-0-4 si tu préfères. 3-1-6, on jouait. Marco était DC au niveau des latéraux, donc tu avais les 3 DC, tu avais Marco au niveau des latéraux. Tu avais personne au milieu parce que Marco redescendait trop bas, puis tu avais Neymar qui redescendait 8. Donc, et contrairement aux idées reçues, les latéraux s'ils étaient hauts, c'est vrai, mais ils étaient en dessous de la balle. Ouais. Ils étaient incapables de remonter. Les latéraux qui proposaient des solutions en profondeur, il y en avait. Je t'enverrai des heatmaps et des plans séquences et tout ça où tu vois clairement qu'on est en 6 ou 7 derrière la balle en première phase de relance. Hein. Dans les faits, un latéral qui est en train de faire un appel sur l'aile et qui a réussi à passer le défenseur et qui est ouvert si quelqu'un lui fait la passe, on n'en a pas eu des masses. Hein. Non, on l'a vu de toute façon contre United. Il y a des défenseurs qui se sont fait prendre dans le dos des latéraux, on a vu. Mais ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Il y a plein de séquences. Pas bon devant, il s'était pas bon derrière. Ça, on est d'accord. Mais par contre, dire qu'on était 25 devant la balle, c'est faux, quoi. Bah, il y a des séquences. 25 derrière. C'est pas faux, c'est ta façon de voir. Olivier, il y a des séquences très claires, notamment contre United de retour, où par exemple, tu as Meunier qui se retrouve tout seul en 1 contre 6 dans le camp adverse. On n'a jamais été aussi nul défensivement que l'année dernière. Tous les chiffres le montrent. Ah bah ça c'est clair. Et le déséquilibre défensif vient aussi des transitions offensives. Non, le déséquilibre défensif fait que tu n'avais pas de joueur à profil défensif dans l'équipe. On est obligé de faire jouer Marquinhos en milieu de terrain. On est d'accord sur les conséquences, mais pas sur les... Enfin, on est d'accord sur... Il manque des milieux, quoi. Bah, on verra, parce que là, on aura plus de choix. On verra comment ça se profile. Lionel, ton avis, toi, sur les pistes recherchées au milieu? Moi, mon avis se rapproche un peu plus de celui d'Olivier. Merci. Je vais aller un peu plus loin.
lorsque l'effectif du Paris Saint-Germain avait été construit à l'époque de Leonardo, euh, on avait, on avait construit un effectif pour jouer avec un bloc bas et avoir des transitions rapides. Ce qu'il avait mis en place en Ligue 1, où les gens se plaignaient parce que c'était pas beau à voir, mais qui permettait en fait de faire ce travail-là pour ensuite le mettre en place en Ligue des Champions. Euh, il y a eu une évolution où le Paris Saint-Germain a voulu jouer plus haut, avec, je trouve, des joueurs qui ne sont pas adaptés à ce style de jeu. Un joueur comme Di Maria a besoin d'espace, un joueur comme Mbappé aujourd'hui a besoin d'espace, Cavani a besoin d'espace, euh, Thiago et Marquinhos qui sont en défense centrale, je trouve qu'ils sont beaucoup plus forts lorsqu'ils jouent avec un bloc bas. Donc je pense qu'aujourd'hui, en prenant en compte l'effectif qu'on a à l'heure actuelle, et peut-être que Tuchel est peut-être un peu plus pragmatique aujourd'hui. Il se dit qu'il vaut mieux avoir un effectif avec un bloc bas, en prenant le fait que peut-être que Neymar sera toujours l'année prochaine, et avoir Neymar, Di Maria, Faut Neymar, changer de Mbappé, coach alors. Cavani. Comment? Faut changer de coach si tu veux un bloc bas. Après, Laisse-le parler, Pasto, laisse-le parler. l'an dernier, contre Manchester United au match aller, il me semble qu'on était avec un bloc pas très très haut. Hein. Ouais, Et, c'est pas du Allegri non plus, quoi. Comment? C'était pas du Allegri non plus. Non, c'était pas du Allegri, mais là, quand on voit les occasions qu'on a eues contre Manchester United, ça part à chaque fois sur des récupérations basses avec un effectif, une équipe qui explose. Et pareil sur les buts, par exemple, je me souviens du match contre le Barça où, quand on a le 4-0, on récupère souvent le ballon avant, dans notre moitié de terrain avec une transition extrêmement rapide. Et les joueurs, alors mis à part Neymar qui est capable de jouer dans des petits espaces, Mbappé, Di Maria et Cavani sont bien plus à l'aise quand il y a de l'espace devant eux et qui sont capables d'exploser. Donc, avoir deux récupérateurs qui sont capables de soulager la défense, devant la défense et de récupérer le ballon et sur une passe trouver, par exemple, si Neymar est toujours l'an prochain, Neymar qui fera la transition avec le ballon, pour moi, c'est aujourd'hui, avec l'effectif qu'on a, c'est le schéma le plus adapté. Donc, Ça va être funky. Ça va être funky les matchs de Ligue 1 avec les deux bus contre un bloc bas. mais ça, je suis d'accord. Mais c'est le reproche qu'on avait fait avec à Ancelotti. Je pense qu'Ancelotti avait bien compris que la Ouais, mais Ligue 1. Carlos, son milieu c'était notamment à Barcelone, c'est Verratti, Mota et Ravière. Donc je sais pas non plus. Non, non, parce que oui, mais il jouait, Rabia jouait plus un petit 4-3-2. peu Sur le côté, gauche. ouais. Sur le côté Oui. gauche. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il utilisait la Ligue 1 surtout comme un laboratoire et non pas pour écraser, comme a fait après Laurent Blanc, où il finissait avec 90 points et jouait à la baballe en Ligue 1. Et en Ligue des Champions, bah, on n'était pas capable de mettre ce jeu en place parce qu'on n'avait pas l'effectif adapté pour jouer avec un bloc haut à un très haut niveau. Et pour moi, je pense que si Tuchel a demandé des joueurs de ce profil-là, c'est qu'il a fait le constat aussi. Enfin, je pense, je me mets à sa place et je pense que c'est ce constat qu'il a fait. Je suis d'accord à 100% avec ça. Est-ce que je peux réagir? Vas-y. Bah, le truc, c'est qu'on se pose la question bloc haut, bloc bas. Moi, j'ai envie de répondre bloc équilibré, en fait. Ouais. C'est que, en effet, et c'est très juste qu'il faut savoir défendre, il faut savoir, mais tu défends aussi en gardant la balle un peu plus haut, tu défends aussi en ayant tes offensifs qui sont pas en permanence obligés de redescendre, où t'as plus personne sur le terrain, où t'as plus aucun positionnement. Et c'est une question d'équilibre, tu vois. On parle pas de construire tout à coup un effectif où tu as cet offensif comme le Bayern de Munich de Guardiola. Mais on parle juste d'avoir au moins un joueur qui serait capable bah, d'être assez souvent haut et tout en étant au milieu pour offrir un relais de passe en fait, pour éviter que bah, tu sais ce qui s'est passé sur cette saison et ce qui s'est passé les saisons avant avec Ibra, que tu te retrouves avec Neymar qui joue 8, voire par séquence Neymar qui joue 6.
et de pouvoir profiter d'un Neymar qui est un peu plus haut. Il y a le fait de vouloir jouer avec 7 joueurs devant, ou il y a le fait de tout simplement avoir un joueur de plus qui est un peu plus haut sur le terrain. Et quand on parle d'un peu plus haut, je parle pas d'un mec qui sait pas défendre en plus. Je parle pas d'un mec qui servira. Mais c'est Neymar qui joue ce Oui, rôle. regarde, Neymar, il est seul. Sous Carlo, par exemple, même si le bloc était bas, tu avais un rythme bas avec Mota Verratti et tu avais un rythme haut avec Pastore Zlatan. Donc tu n'avais pas ce problème. L'équipe était. Rétablis le rythme bas et tu verras que Neymar il sera haut. Rétablis le rythme bas, c'est ça qu'on n'a plus. C'est le rythme bas qui nous manque. Et après, devant, on a tellement de talent devant. Tu ne peux pas avec un coach qui veut le gegenpressing et récupérer la balle très haut d'entrée. Tu sais pas ce qu'il veut, Tourelle. Tu sais pas ce qu'il veut. Ça, c'est vrai que c'est assez. Il a qu'à partir. Ça, c'est vrai que il a fait le mieux qu'il pouvait avec l'effectif de merde qu'il avait. C'est sûr, ça ne te permettait pas de battre les U19 de United, Guingamp ou Rennes, mais bon. Oh, arrête. Faire le milieu de Guingamp. Tu ne peux pas jouer avec le seul Verratti au milieu, c'est pas possible. Pour les milieux, sinon, moi, mon avis, Bakayoko, Guy, si c'est des joueurs pas trop chers, que c'était des backups, je serais aussi d'accord. Maintenant, si c'est pour mettre. C'est le cas. Bakayoko, il faut le prendre avec un prêt. Il faut le prendre avec un prêt, Bakayoko. Bakayoko, tu parlais de saison extraordinaire à Monaco. Moi, j'ai mon meilleur ami qui est supporter de Monaco, me disait à l'époque, tu as 3 joueurs qui sont en surchauffe totale, qui sont juste emmenés par le collectif, c'est Gemerson, Sidibé et Bakayoko. On a vu la suite pour Sidibé et Gemerson et Bakayoko. Il n'a pas fait une mauvaise saison la saison dernière. Il faut faire confiance à Leonardo. S'il pense qu'il est relance ça, pour lui faire confiance. On ne prend pas Leonardo et puis on l'empêche de faire. Il s'est quand même embrouillé avec Gattuso, il s'embrouille avec tout le monde. C'est aussi un joueur. Non, mais c'est des contextes différents. Enfin bon. On a un équilibre d'équipe qui n'existe pas. Bon. C'est pas un joueur qui a la technique pour relancer. À Milan, c'est pas ce problème. Il joue pas comme nous. On a besoin. C'est pas la même problématique. Lionel vient très bien de démontrer que le profil d'équipe, c'est un bloc bas, un Neymar à la transition et puis des finisseurs de profondeur que sont. On va pas jouer contre nature. Il ne peut pas avoir Neymar en 8. Il manque une transition entre Verratti et Neymar. Eh ben, il y aura d'autres milieux de terrain avec eux, bien entendu. Bah, si c'est Gay, on n'est pas dans la merde parce que le mec. C'est pas Gay, c'est Herrera qui jouera en double pivot avec Marco. Bah, si c'est Ou un Milinkovic-Savic. Ah, mais moi, tu vois, un double pivot Verratti-Herrera, ça m'intéresse. Oui. Moi, mon rêve, ce serait Verratti Partey. Ah, parfait. Ton rêve, ce serait quoi? J'ai pas entendu, Lionel. Verratti et Thomas Partey. Ça capte pas bien, enfin, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Ce serait Verratti, quoi? Et Thomas Partey. Oui, bah, d'accord. Il connaît pas, c'est pour ça. Ah, ouais. C'est le joueur de l'Atlético, le Ghanéen. Ah, d'accord. Oui, c'est un vrai box-to-box complet, récupérateur. Voilà, il faut un box-to-box et un défensif, et là, on a un milieu de terrain. Mais des box-to-box... Lionel est d'accord avec Dreyas sur le profil qui manque. Ta box-to-box, moi, le box-to-box, ça me pose pas de problème. Ce que je veux, c'est un box-to-box qui est agile avec ses pieds, quoi. Mais il y en a, ça existe. Et bien sûr, mais c'est pas Bakayoko. Et Bakayoko n'est pas un box-to-box. Bakayoko, c'est un vrai 6, c'est un joueur, un défensif pur. Mais c'est un impact player, c'est un joueur c'est une bête, hein, Bakayoko. Et pour Guy, on en parlait en off avec Lionel, parce que lui, souvent, je le critique et lui, il aime bien. Et je lui disais qu'à chaque fois que je regarde un match, moi, je le trouve mauvais. Et hier, pour la première fois, on a regardé tous les deux Guy et je suis encore mal tombé, apparemment, parce qu'il nous a fait la totale contrôle. Il est très bon. Enfin, il a 29 ans, on ne peut pas mettre 50 millions sur lui, c'est pas possible. Ah, ça, c'est sûr. À 20 millions, je le prends. Ah bah oui, c'est un super joueur, c'est sûr. Dessus, c'est vrai que ça commence à... Il a 29 ans, surtout, ça va être 4-50 Il a 40 millions, ça sert à rien. Il en a 30 au mois d'août. Donc... non, en plus, si on prend, il filera un contrat de 5 ans, comme on fait avec tout le monde. Là, on est obligé pour lisser un petit peu les salaires. Là. Qu'est-ce que tu veux? Oui, bien sûr, avec le fair play financier. Quoique Boulka, il n'a pas un gros salaire, parce que lui, on lui a donné que 2. Bref, on n'a pas fini sur ce mercato, on verra ce qui se passe. On espère qu'on n'a pas fini. Une dernière petite question sur l'interview de Leonardo. Est-ce que pour vous, sur la question Tourelle, c'est un soutien franc ou un soutien un peu discret? Quelqu'un veut réagir? Soutien circonstancié. Ok, Olivier? Oui, je crois c'est un soutien contractuel. Voilà, il est sous contrat, il n'a pas les moyens de faire autrement, mais il est sous surveillance, c'est clair. Ok, Lionel, tu es de cet avis aussi? Oui, je pense. Et puis, comme déjà expliqué avant, on n'est pas dans la même posture qu'à l'époque de Comboiré où on lançait le projet. Il a quand même une certaine réputation. Et puis, je pense qu'il a dû voir que même si c'est pas son style de coach, que ça reste quand même quelqu'un avec qui il peut faire un travail qui est ultra professionnel. Donc,
Ok, mais ben, on va conclure là-dessus. Merci monsieur. Le retour aux affaires courantes continue demain avec le premier match de la pré-saison contre Dresde demain soir. Alors, je ne vais pas vous demander un prono, j'ai juste demandé est-ce que vous allez regarder le match, Olivier. Ah oui, bien sûr. Non, là, on est en manque. Là. Lionel. Ouais, je pense qu'Olivier a tout dit. Darius. Peut-être. Moi, ma réponse est non, je m'en fous. Je ne suis absolument pas en manque actuellement du PSG qui m'a un peu fatigué ces derniers temps. Ouais. Et regarder des remplaçants contre une équipe. Moi, Il n'y aura pas des remplaçants. On va voir Herrera, on va voir Sarabia. C'est sympa quand même de voir nos Ouais, nouveaux. mi-temps avec Gouclou et tout ça. moi, j'aime bien voir cette pré-saison, voir les jeunes, qu'est-ce que ça donne. Et puis, je trouve que ça permet de regarder le match un petit côté un peu léger, sans pression, sans s'énerver. C'est comme aller voir un film au cinéma, entre guillemets. Moi, j'ai la chance, entre guillemets, en vacances, de devoir rater les 3 premiers matchs de Ligue 1 du PSG et ça ne me déplaît pas. Je vais vous dire, moi, le truc qui manque le plus, c'est le tournoi de Paris. Ça, c'était quelque chose qui était fantastique. Avec des peluches vendues et tout ça. Moi, je veux bien Opel. De quoi? Le tournoi Opel. Opel, le tournoi Opel. Oui, qui était fait dans les années 90 avec un match de 45 minutes où les touches étaient faites au pied. Ah, oh putain, ça remonte ça. Ouais. J'ai complètement zappé. Avec le Bayern Munich qui était invité, Milan AC. Et ben maintenant, c'est notre petite tournée. Voilà. Le monde a changé un peu là-dessus. On a changé de dimension. Eh bien, on verra l'avenir du mercato, ce qui se mettra en place et ce que veulent vraiment mettre en place nos dirigeants. On n'a plus qu'à observer tout ça. Maintenant, Olivier, bonsoir et bon match demain. Bonsoir à tous. Lionel, salut, à bientôt. Salut, et puis passe le bonjour à ton prochain milieu de terrain, Blaise Matuidi. Je vais quitter le podcast définitivement. Darius, au revoir. Au revoir, bonne soirée tout le monde. Et à tous.